Chapitre 1. Le marié réticent. L'alliance semblait étrangère aux doigts d'Elias alors qu'il se tenait au fond de la salle de réception, regardant les invités célébrer une union qu'il avait acceptée mais ne pouvait embrasser. Des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur l'assemblée de 200 étrangers venus assister à l'union des familles Arténoran. Le champagne coulait à flots, les rires résonnaient sous les plafonds voûtés, et au centre de tout cela se trouvait Lila, sa femme depuis exactement 6 heures. Elle se déplaçait dans la foule avec une grâce sans effort, sa robe de mariée un chef-d'œuvre de dentelle ivoire sur sa peau foncée. Quand elle riait, les invités autour d'elle semblaient attirés dans son orbite, comme des corps célestes tournant autour d'une étoile. Elias l'observait de derrière une colonne de marbre, sa main cicatrisée rentrée dans sa poche où personne ne pouvait voir un tremblement. « Tu te caches déjà de ta mariée ?» La voix appartenait à son père, apparut soudainement à ses côtés, avec 2 verres de liquide ambré. « Je prends juste un moment, » répondit Elias, acceptant le verre offert. Son père l'étudia, les yeux s'attardant sur le côté droit de son visage, où la chirurgie reconstructrice avait fait de son mieux pour réparer ce que le feu avait réclamé. Les Noran ont honoré leur engagement. Leur fille est tout ce qu'ils ont promis, éduquée, belle, d'une excellente lignée. La question reste de savoir si mon fils honorera le sien. Elias prit une gorgée mesurée de sa boisson. J'ai signé les papiers. Le mariage, c'est plus que des papiers, Elias. Cette femme mérite plus qu'une signature réticente et un lit froid. Avant qu'Elias ne puisse répondre, une lueur ivoire dans sa vision périphérique annonça l'approche de Lila. Son père se retira discrètement, les laissant seuls. « Te voilà, » dit Lila, son accent ghanéen subtil mais musical. « Je pensais que tu t'étais peut-être déjà échappé. » Bien que son ton soit taquin, une lueur d'inquiétude authentique ombrait ses yeux. De près, Elias pouvait voir les motifs complexes rasés sur ses cheveux très courts, ornés de minuscules épingles en cristal assorties à ses boucles d'oreilles. Sa peau était impeccable, non marquée par la tragédie ou la douleur. Elle méritait mieux que des dégâts. « J'avais juste besoin d'air, » dit-il, forçant un sourire poli qui n'atteignit pas ses yeux. Lila l'étudia, son regard direct d'une manière qui lui donnait envie de détourner son côté cicatrisé. Au lieu de cela, elle le surprit en attrapant sa main cachée, la sortant doucement de sa poche. Il serait dit mais permis le contact. Dans ma culture, dit-elle en traçant la peau striée de sa paume avec son pouce, les cicatrices ne sont pas quelque chose à cacher. Elles racontent des histoires de survie. Elias retira sa main. Certaines histoires ne valent pas la peine d'être racontées. Un microphone grésilla alors que le coordinateur de mariage annonçait la première danse des mariés. Les yeux de Lila croisèrent les siens, une question silencieuse en eux. « Ils nous attendent, » dit-elle. Elias hocha la tête avec raideur et lui offrit son bras. Ils se dirigèrent vers le centre de la piste de danse, entourés de visages impatients. La musique commença, un morceau de jazz lent qu'il reconnut vaguement. Alors qu'il posait sa main sur sa taille, gardant une distance formelle entre eux, il la sentit murmurer contre son oreille. « Je ne me briserai pas, Elias Hart. » La déclaration le prit au dépourvu, et pendant un bref instant, il la regarda vraiment, non pas comme une obligation ou un arrangement commercial, mais comme une femme qui venait de lier sa vie à un étranger. Ce qu'il vit dans ses yeux n'était ni pitié ni résignation, mais une détermination tranquille qui le fit détourner le regard le premier. Le chalet au bord du lac avait été un cadeau de mariage des parents de Lila, niché dans une crique privée à 2 heures de Seattle. Des fenêtres allant du sol au plafond faisaient face à l'eau, encadrant les North Cascades au loin. Dans d'autres circonstances, cela aurait pu être la retraite de lune de miel parfaite. Elias porta leurs bagages à l'intérieur tandis que Lila explorait le rez-de-chaussée à air ouverte avec sa cheminée en pierre et sa cuisine moderne. Des fleurs fraîches étaient disposées dans des vases dans toute la maison, une touche attentionnée du gérant de la propriété qui avait rempli le réfrigérateur et réglé le système de chauffage à une température confortable avant leur arrivée. « C'est magnifique, » dit Lila en passant la main sur le comptoir en granit poli. Elle avait troqué sa robe de mariée contre un simple pull et un jean, ses bijoux de mariage remplacés par une simple alliance en or. Tes parents ont mentionné que tu aimes la nature. J'ai pensé que cela pourrait être plus confortable qu'un appartement en ville. Elias posa la dernière valise. Tu as choisi cet endroit. Elle hocha la tête. Je voulais un endroit calme où nous pourrions nous adapter. Une pause. Apprendre à nous connaître. Sa considération ne fit qu'approfondir son malaise. Il se surprit à souhaiter qu'elle ait été froide ou exigeante, n'importe quoi qui justifierait la distance qu'il avait l'intention de maintenir.
Je prendrai la chambre d'amis, dit-il brusquement, reprenant sa valise. Tu peux avoir la chambre principale. Il ne manqua pas l'éclair de blessure qui traversa ses traits avant que son expression ne se lisse en une neutralité soignée. Comme tu le souhaites. Plus tard dans la nuit, Elias se tenait dans la salle de bain des invités, étudiant son reflet dans le miroir. La vapeur de la douche embuait la vitre, estompant heureusement la topographie de ses cicatrices. Les dégâts s'étendaient de sa tempe droite jusqu'à son cou, disparaissant sous sa clavicule et s'étalant sur son épaule et son dos. La peau était un patchwork de chirurgie et de greffe de peau. Un terrain qu'aucune femme ne devrait avoir à explorer. L'accident s'était produit il y a 2 ans. Il conduisait lorsqu'un semi-remorque s'était mis en portefeuille devant lui sur l'autoroute. Sa voiture avait heurté le réservoir de carburant, s'enflammant. Le côté conducteur avait subi le pire. Les médecins qualifiaient sa survie de miraculeuse. Ils la considéraient parfois comme une malédiction. Ses fiançailles avec Lila avaient été arrangées 6 mois plus tôt. Une continuation d'un plan mis en place par leur famille bien avant son accident. Il avait essayé de rompre, mais le devoir envers les souhaits de sa famille avait prévalu. Lila n'avait jamais faibli, même après l'avoir vue pour la première fois après l'accident. Sa constance l'avait seulement convaincu que ses motifs devaient être liés à une obligation familiale plutôt qu'à un désir personnel. Un léger coup à la porte de la chambre interrompit ses pensées. Elias, la voix de Lila traversa la porte. J'ai fait du thé si tu en veux. Il hésita, puis enroula une serviette autour de sa taille, s'assurant qu'elle couvrait la plupart de son torse cicatrisé avant d'entrouvrir la porte. Merci, mais je suis fatigué. La journée a été longue. Elle se tenait dans le couloir, tenant 2 tasses fumantes, vêtue d'un peignoir en soie sur ce qui semblait être un pyjama. Son visage s'affaissa légèrement à son rejet, mais elle hocha la tête. Bien sûr. Repose-toi bien, Elias. Elle s'arrêta en se retournant, le regardant avec attente. Les mots lui manquèrent alors qu'il essayait d'expliquer ce qu'il ne pouvait même pas articuler pour lui-même. Finalement, il dit simplement « Merci de ta compréhension ». Son sourire était doux, mais teinté de tristesse. « Je comprends plus que tu ne le penses, Elias. Quand tu seras prêt à le voir, je serai là. » Alors que la porte se fermait entre eux, Elias sentit une étrange oppression dans sa poitrine. La première douleur émotionnelle qu'il avait ressentie depuis l'accident qui n'était pas liée à ses cicatrices ou à son sentiment d'identité perdue. C'était quelque chose de nouveau et d'inattendu. La réalisation qu'en tentant d'épargner à Lila un mari qu'elle ne méritait pas, il pourrait la blesser d'une manière qu'il n'avait pas envisagée. Pourtant, se dit-il en s'allongeant dans le lit inconnu, écoutant le doux clapotis de l'eau du lac contre la rive à l'extérieur, c'était mieux ainsi. Mieux qu'elle comprenne maintenant. Avant que les attentes ne puissent prendre racine, avant que la déception ne puisse s'épanouir, avant que l'un ou l'autre ne puisse prétendre que cet arrangement était autre chose que ce qu'il était, un mariage d'intérêts familiaux, pas de cœur. 3 mois, décida-t-il en fixant le plafond. Il donnerait 3 mois, pour les apparences. Ensuite, il suggérerait une séparation discrète, leur permettant à tous les deux de sauver la face tout en trouvant le bonheur ailleurs. Lila était jeune, belle, brillante. Sans lui, sans le fardeau de ses dégâts, elle s'épanouirait. Cette pensée aurait dû le réconforter. Au lieu de cela, alors que le sommeil le gagnait enfin, Elias rêva de musique jazz et de la certitude murmurée d'une femme qui prétendait qu'elle ne se briserait pas. Chapitre 2. Le chalet silencieux. La lumière du matin filtrait à travers les pins entourant le chalet au bord du lac alors que Lila se versait sa première tasse de café. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour du mariage, et le chalet s'était installé dans un rythme de coexistence tranquille. Le calendrier sur le réfrigérateur marquait 92 jours de mariage, 92 petits déjeuners pris à des heures différentes, 92 nuits passées dans des chambres séparées, et des conversations qui ne s'aventuraient jamais au-delà de questions polies sur la météo ou les préférences culinaires. Lila s'appuya contre le comptoir de la cuisine, regardant le lever du soleil peindre le lac de teintes ambrées. Elle avait appris à aimer cette vue, même si le silence du chalet menaçait de l'étouffer. Prenant son carnet de croquis, elle ajouta un autre trait de fusain à son dessin du paysage, capturant la façon dont la brume s'accrochait à la surface de l'eau aux premières heures. Le son d'une porte s'ouvrant à l'étage l'alerta du réveil d'Elias. Elle mit rapidement de côté son carnet de croquis et s'occupa de préparer une 2e tasse de café, noir avec un sucre, comme il le préférait. Leur rituel matinal était bien établi. Elle laissait son café sur le comptoir et se retirait dans la véranda avant qu'il n'entre dans la cuisine,
lui donnant de l'espace pour commencer sa journée sans la gêne d'une conversation forcée. Aujourd'hui, cependant, Lila s'attarda. Elle avait résolu pendant une nuit blanche qu'après 3 mois de respect de ses limites, il était temps de les défier. Leur arrangement, si on pouvait l'appeler ainsi, la vidait lentement de l'intérieur. « Bonjour », dit-elle, quand il apparut à l'embrasure de la porte, vêtu d'un haut à manches longues et d'un jean, malgré la chaleur du début de l'été. Elias s'arrêta, clairement surpris de la trouver encore dans la cuisine. « Bonjour », répondit-il, sa voix rauque par manque d'usage. Ses yeux se portèrent sur la tasse de café qui l'attendait, puis de nouveau sur elle, une question dans son regard. « J'ai pensé que nous pourrions peut-être prendre le petit déjeuner ensemble, » dit Lila en désignant la table, où elle avait disposé des fruits, du yaourt et du pain fraîchement cuit du marché fermier local. C'est une belle journée. Le conflit se lisait sur ses traits. J'ai une conférence téléphonique à 8 heures. Il est 6h30, souligna-t-elle doucement. Après un moment d'hésitation, Elias hocha la tête et prit place à table, choisissant soigneusement la chaise qui gardait son côté cicatrisé loin d'elle. Lila compta cela comme une petite victoire. Ils mangèrent en silence pendant plusieurs minutes avant qu'elle ne s'aventure plus loin. « J'ai parlé à ma mère hier. Elle a demandé comment nous nous installions. »« Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Sa question était tendue. Lila le regarda droit dans les yeux. « Je lui ai dit que le chalet est charmant et que tu es très occupé par le travail. » Elle coupa une fraise avec plus de force que nécessaire. « Je ne lui ai pas dit que mon mari me traite comme une colocataire à qui il évite de devoir un loyer. » Elias posa sa tasse de café avec un clic sec contre la soucoupe. « Je n'ai jamais prétendu que ce serait autre chose. »« Non. Tu n'as jamais rien prétendu du tout, » acquiesça-t-elle, sa voix restant calme malgré les frustrations qui bouillonnaient en elle. « Tu as fait des suppositions sur ce que je voulais, ce que j'attendais, sans jamais me le demander. » C'était clair d'après l'arrangement. L'arrangement, l'interrompit-elle, était entre nos familles. Ce qui se passe entre nous, Elias, c'est à nous de le décider. Il détourna le regard, sa mâchoire se crispant. J'essaie d'être prévenant. En m'ignorant? Elle secoua la tête. Ce n'est pas de la prévenance. C'est de la lâcheté. Le mot resta en suspens entre eux, tranchant et indéniable. Elias se recula de la table, son petit déjeuner à moitié mangé. J'ai du travail à faire. Lila le regarda se retirer dans son bureau, la porte se fermant fermement derrière lui. Elle resta à table, se demandant si elle avait poussé trop fort, trop tôt. Puis elle se rappela que 92 jours de patience n'avaient abouti qu'à plus de distance. Quelque chose devait changer. De la fenêtre de son bureau, Elias regarda Lila marcher le long de la rive du lac, sa silhouette élancée se découpant sur la lumière du matin. Elle portait une simple robe d'été, ses pieds nus laissant des empreintes dans le sable humide alors qu'elle ramassait des pierres lisses, examinant chacune avant de la garder ou de la faire ricocher sur la surface de l'eau. Il avait été inutilement brusque au petit déjeuner. Son accusation de lâcheté avait touché de trop près une vérité qu'il n'était pas prêt à reconnaître. Il était plus facile de présenter sa distance comme de la prévenance plutôt que de la peur. Peur qu'une fois la nouveauté de leur arrangement passée, elle verrait ses cicatrices pour ce qu'elles étaient, un rappel permanent de marchandises endommagées. Se détournant de la fenêtre, Elias se força à se concentrer sur ses emails professionnels, mais sa concentration ne cessait de se briser. Des fragments de leur brève conversation rejouaient dans son esprit, aux côtés de souvenirs de leur danse de mariage tout aussi brève. La façon dont elle avait murmuré « Je ne me briserai pas », comme si elle avait déjà vu à travers ces murs soigneusement construits. Plus tard dans l'après-midi, un coup à la porte de son bureau le tira d'une vidéoconférence. Un instant, dit-il à ses collègues, coupant son micro avant d'ouvrir la porte. Lila se tenait dans le couloir, les clés de voiture à la main. « Je vais en ville faire des courses. As-tu besoin de quelque chose ?» Il remarqua qu'elle avait changé pour un pantalon en lin et un chemisier. Son cou était orné d'un simple collier en or. Le petit clou en or dans son nez capta la lumière quand elle inclina la tête, attendant sa réponse. « Non, merci, dit-il, puis ajouta, conduis prudemment. » Quelque chose comme de la déception traversa son visage avant qu'elle ne hoche la tête et ne se détourne. Elias se surprit à parler à nouveau avant de pouvoir reconsidérer. « En fait, nous n'avons plus de grains de café. Les Éthiopiens, s'ils en ont. » Lila s'arrêta, se retournant, avec le premier vrai sourire qu'il avait vu d'elle depuis des semaines. « Éthiopien, ce sera. » Quand elle fut partie,
Elias retourna à sa conférence téléphonique, mais trouva ses pensées dérivant vers la façon dont son sourire avait transformé son visage, révélant une fossette sur sa joue gauche qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Il lui vint à l'esprit qu'en 3 mois de mariage, il ne savait pratiquement rien de sa femme au-delà de ses préférences en matière de café et de son penchant pour les promenades matinales. La prise de conscience aurait dû renforcer sa détermination à maintenir la distance. Au lieu de cela, elle lui laissa une sensation de vide inattendu dans la poitrine. Le soir trouva Lila dans la véranda, un espace qu'elle s'était progressivement approprié au cours des derniers mois. Des étagères bordaient un mur, rempli de la littérature et des textes académiques qu'elle avait apportés de sa vie antérieure à Accra. Une table à dessin se tenait près des fenêtres, couverte de croquis de plantes indigènes qu'elle avait documentées lors de ses promenades dans la forêt environnante. Elle lisait quand la porte s'ouvrit, la faisant lever les yeux avec surprise. Elias se tenait à l'embrasure, hésitant. « Puis-je entrer » demanda-t-il, comme si elle pouvait lui refuser l'accès à une pièce de sa propre maison. Elle hocha la tête, mettant son livre de côté. « Bien sûr. » Il entra, portant 2 tasses, et lui en tendit une. Le riche arôme du café éthiopien qu'elle avait acheté emplit l'espace entre eux. « Merci, » dit-elle, acceptant l'offrande avec un regard curieux. En 3 mois, c'était la première fois qu'il la cherchait après le dîner. Elias prit place dans le fauteuil en face du sien, sa posture rigide. « Je te dois des excuses pour ce matin. » Lila sirota son café, se donnant le temps de réfléchir à sa réponse. « Tu ne me dois rien, Elias, mais j'apprécie le geste. » « Tu avais raison, » dit-il, la surprenant davantage. « Je t'ai évité. »« Ce n'est pas juste. » Elle l'étudia par-dessus le bord de sa tasse, notant la façon dont il se tenait, toujours de biais, pour que le côté cicatrisé de son visage reste dans l'ombre. « Puis-je te poser une question personnelle ?» Son hésitation était visible, mais il hocha la tête. « L'accident, » commença-t-elle prudemment. « C'était il y a combien de temps ? » 2 ans, 1 mois et 16 jours, répondit-il, sans avoir besoin de calculer, la précision lui indiquant à quel point la date était gravée dans sa conscience. « Étais-tu seul ? » Oui. Sa prise se resserra sur sa tasse. « Accident de camion sur l'île 5, ma voiture a pris feu. » Lila absorba cette information, la reliant au motif de cicatrisation qu'elle avait entrevu le soir de leur mariage. Les médecins ont fait un travail remarquable. Un rire amer lui échappa. C'est une façon polie de le dire. Je n'étais pas poli, répliqua-t-elle. J'étais honnête. Tu es toujours là. C'est remarquable. Le silence s'installa de nouveau entre eux. Mais il semblait différent du silence tendu habituel, plus contemplatif qu'oppressant. Finalement, Elias posa une question à son tour. Pourquoi as-tu accepté cet arrangement ? Tu aurais pu refuser. Lila envisagea de dévier, mais décida que la vérité était la seule voie à suivre s'il voulait un jour dépasser cette impasse. J'étais curieuse de l'homme que mes parents décrivaient. Brillant, intègre, avec une vision au-delà de son âge. Elle sourit légèrement. J'ai toujours été attirée par les esprits qui voient le monde différemment. C'était avant, dit-il, la voix basse. Avant quoi ? L'accident, le défia-t-elle. Penses-tu que des cicatrices ont changé ton esprit, Elias ? Il ne répondit pas, mais le resserrement de sa mâchoire toucha un point sensible. Lila se pencha en avant. Je n'ai pas épousé ton visage ou ta peau sans défaut. Cela ne m'a jamais été offert. Ce qui a été offert était un mensonge, répliqua-t-il. Une version de moi qui n'existe plus. Alors montre-moi qui existe maintenant, dit-elle simplement. Parce que tout ce que j'ai vu depuis 3 mois, c'est un homme qui se cache dans sa propre maison de sa propre femme. Elias posa sa tasse et se leva. La conversation le poussait clairement au-delà de sa zone de confort. Il se fait tard. Lila n'essaya pas de l'arrêter alors qu'il se dirigeait vers la porte, mais elle l'appela doucement. J'étais sincère à notre mariage, Elias. Je ne me briserai pas. La question est, te permettras-tu un jour de plier ? Il s'arrêta à l'embrasure, le dos tourné, les épaules tendues sous sa chemise. Un instant, elle pensa qu'il pourrait se retourner, qu'il pourrait enfin lui faire face entièrement. Au lieu de cela, il hocha la tête une fois, une reconnaissance sans engagement, et continua dans le couloir vers sa chambre séparée. Lila resta dans la véranda longtemps après son départ, regardant le clair de lune onduler sur la surface du lac. 3 mois de mariage avec un étranger qui craignait d'être vu.
Mais ce soir, pour la première fois, il l'avait cherché, lui avait apporté du café, lui avait posé une question qui suggérait qu'il se demandait peut-être qui elle était, au-delà de l'arrangement qui les avait réunis. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Une fissure dans le mur. Et Lila Norenhardt avait toujours été patiente lorsqu'elle poursuivait quelque chose qui en valait la peine. Chapitre 3. Premier signal, la danse. Lila passa ses doigts le long des dos des disques vinyles rangés dans une armoire oubliée sous la fenêtre du salon. La découverte avait été accidentelle, elle cherchait des couvertures supplémentaires alors que les nuits en montagne se rafraîchissaient, mais avait trouvé à la place une collection d'albums de jazz qui prenait la poussière. Elle en sortit un, admirant la pochette vintage d'un club enfumé avec un saxophoniste en silhouette contre des lumières de scène bleue. Miles Davis quintet, luait à haute voix, soufflant la poussière de la pochette avant d'extraire soigneusement le vinyle. Les anciens propriétaires du chalet avaient laissé une platine que Lila avait supposée purement décorative. Maintenant, elle l'examinait avec un intérêt renouvelé, la trouvant en état de marche malgré des années d'inutilisation. Elle plaça le disque sur le plateau et abaissa délicatement l'aiguille. Les premières notes crépitèrent à travers les haut-parleurs, un saxophone mélancolique soutenu par un piano subtil. La qualité sonore était imparfaite, mais en quelque sorte plus authentique pour ses défauts. Lila ferma les yeux, laissant la musique l'envahir. Il y avait quelque chose de familier dans la mélodie, quelque chose qui tirait sur sa mémoire. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle se retourna pour trouver Elias à l'embrasure de la porte, sa mallette à la main, revenant d'une rare journée à son bureau de Seattle. Son expression était plus curieuse qu'accusatrice. « J'ai trouvé ces disques, expliqua-t-elle en désignant l'armoire. Celui-ci me semblait familier. Elias posa sa mallette et s'approcha prudemment, comme si la musique pouvait le brûler. Ses yeux tombèrent sur la pochette de l'album et son expression se transforma. La reconnaissance, suivie d'un rapide frémissement d'émotion. Le gala de la fondation de Seattle, dit-il doucement. Il y a 4 ans. C'était le groupe. Les yeux de Lila s'écarquillèrent alors que le souvenir se mettait en place. Tu y étais. Toi aussi. La révélation resta en suspens entre eux, un moment partagé d'avant. Avant l'accident, avant l'arrangement, avant le silence. Lila avait assisté au gala avec son père lors de sa première visite à Seattle, une collecte de fonds pour l'éducation scientifique. Elle se souvenait d'avoir aperçu Elias de l'autre côté de la salle, engagé dans une conversation animée avec des chercheurs, ses gestes passionnés alors qu'il décrivait un concept au-delà de son ouïe. « Je t'ai vu là-bas, admit-elle. Tu parlais de technologie durable. Tu semblais si entier, sa voix avait une pointe d'amertume. Vivant, corrigea-t-elle. De la même manière que tu sembles quand tu es en vidéoconférence et que tu oublies de fermer la porte de ton bureau. Un éclair de surprise traversa ses traits, rapidement masqués. Tu écoutes mes appels? Pas intentionnellement, l'assura-t-elle. Mais le son porte dans ce chalet. Parfois, j'entends ta voix quand tu expliques des concepts à des collègues. Elle hésita avant d'ajouter, j'aime comment tu sembles alors. Comme toi-même. Elias détourna le regard, mal à l'aise avec son observation. Le disque continuait de jouer, remplissant le silence entre deux notes qui évoquaient des lustres en cristal et des pistes de danse polie. « Voudrais-tu dîner ?» demanda Lila, changeant de sujet. « J'ai fait un ragoût d'agneau. C'est la recette de ma grand-mère. » Il hocha la tête, la suivant jusqu'à la cuisine. Le riche arôme de viande et d'épices lentement mijoté emplit l'air. La musique continuait de flotter dans l'espace ouvert, créant une atmosphère différente de leur repas silencieux habituel. Ils mangèrent à l'îlot de cuisine, la formalité de la table à manger abandonnée pour la proximité de la chaleur de la cuisinière. « C'est excellent, » commenta Elias après plusieurs bouchées. L'appréciation sincère dans sa voix fit sourire Lila. « Ma grand-mère a insisté pour que j'apprenne à cuisiner avant de quitter le Ghana, expliqua-t-elle. Elle disait qu'une femme devrait savoir comment se nourrir, qu'elle cuisine pour les autres ou non. Elle semble sage. Elle l'était. La voix de Lila s'adoucit avec le souvenir. Elle m'a élevé après la mort de ma mère. J'avais 10 ans. Elias leva les yeux, la surprise évidente dans son expression. Je ne savais pas que ta mère était décédée. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas l'un de l'autre, souligna doucement Lila. C'était ton choix. Il n'eut aucune réponse à cela, retournant son attention à son repas. Mais la dynamique entre eux avait évolué. Un petit morceau de son histoire lui appartenait maintenant,
qu'il les cherchait ou non. Après le dîner, Lila se déplaça pour débarrasser la vaisselle, mais Elias l'arrêta d'un léger contact sur son poignet. Le premier contact volontaire qu'il avait initié depuis leur jour de mariage. « Laisse-moi faire, dit-il, retirant rapidement sa main, mais pas avant qu'elle ne sente la texture rugueuse du tissu cicatriciel contre sa peau. « Tu as cuisiné. »« Merci, dit-elle, reculant pour lui permettre d'accéder à l'évier. Elle le regarda remonter ses manches, juste assez pour éviter de les mouiller, faisant attention de garder ses avant-bras couverts. Le disque avait fini de jouer, laissant le chalet dans le silence une fois de plus. Prenant une décision, Lila retourna au salon et choisit un autre album de la collection. Celui-ci mettait en vedette une chanteuse à la voix de contralto enfumée qui se déversait dans la cuisine comme du miel chaud. Quand elle revint, Elias séchait la dernière vaisselle, ses mouvements méthodiques. « Danse avec moi, dit-elle soudainement. Il se figea, le torchon suspendu en l'air. « Quoi ? Danse avec moi, répéta-t-elle, tendant la main. Juste une fois. Je ne danse plus. Son refus fut immédiat, son langage corporel se refermant. Tu as dansé à notre mariage, lui rappela-t-elle. C'était différent. C'était attendu. Lila ne baissa pas la main. Et ceci n'est qu'une danse, Elias. Pas un engagement, pas une reddition. Juste un mouvement sur de la musique. Il regarda sa main tendue comme si elle pouvait contenir à la fois le salut et le poison. La chanteuse fredonnait à propos du clair de lune et des occasions manquées, sa voix se faufilant entre les notes de piano avec une précision experte. « S'il te plaît, » ajouta doucement Lila. « Une danse. » La demande résonna, brisant sa résistance initiale. Après un autre moment d'hésitation, Elias posa le torchon et s'avança vers elle. Il ne prit pas sa main, mais il se déplaça dans l'espace ouvert de la cuisine, maintenant une distance prudente. « Tiens-moi pendant que je danse alors, » amanda Lila, comprenant ses limites. Elle commença à se balancer au rythme de la musique, assez près pour qu'il puisse sentir sa présence, mais pas si proche qu'il se sentirait piégé. Lentement, maladroitement, Elias commença à bouger aussi, ses rythmes rigides, mais trouvant progressivement une synchronicité avec les siens. Ils dansèrent sans se toucher, comme des planètes sur des orbites séparées, conscientes de la gravité de l'autre mais maintenant leur distance. Alors que la chanson progressait, Lila ferma les yeux, se perdant dans la musique et dans ce moment, cette petite victoire d'espace partagé. Quand elle les rouvrit, elle trouva Elias qui la regardait, son expression sans défense pour une fois. Il y avait quelque chose dans son regard qu'elle n'avait pas vu auparavant, ni pitié, ni résignation, ni détachement poli, mais une curiosité sincère. Enhardie, elle se rapprocha légèrement, ne le touchant toujours pas, mais réduisant l'écart prudent entre eux. Ses yeux vacillèrent avec une panique momentanée, mais il ne recula pas. Au lieu de cela, il tendit sa main, sa gauche, celle sans cicatrice, dans l'espace entre eux. Le souffle de Lila se coupa dans sa gorge. Elle plaça sa main dans la sienne, sentant la chaleur de sa paume contre la sienne. Ils continuèrent à se balancer, connectés maintenant par ce seul point de contact, sa prise hésitante, comme s'il était prêt à la relâcher au premier signe d'inconfort. « Tu vois, dit-elle doucement, le monde ne s'est pas arrêté. » Un fantôme de sourire effleura ses lèvres, le premier qu'elle avait vu depuis leur jour de mariage. Pas encore. La chanson toucha à sa fin, ses dernières notes s'évanouissant dans l'immobilité du chalet. Pendant 3 battements de cœur, ils restèrent connectés, les mains liées dans l'espace entre eux. Puis Elias se désengagea doucement, reculant pour rétablir la distance dont il semblait avoir besoin. « Merci pour le dîner, » dit-il formellement, comme si la danse n'avait pas eu lieu, comme s'ils n'avaient pas partagé le moment le plus intime de leur mariage de 3 mois. « Et pour la musique. » Lila hocha la tête, reconnaissant que pousser plus loin ce soir annulerait les progrès qu'ils avaient faits. « Bonne nuit, Elias. » Il disparut dans le couloir vers sa chambre, la laissant seule dans la cuisine avec l'écho de la musique flottant encore dans l'air. Lila retourna à la platine et remit soigneusement le vinyle dans sa pochette, ses doigts s'attardant sur la pochette. Ce soir marquait une percée, pas spectaculaire, mais significative, comme la première fissure capillaire dans un barrage qui avait retenu un océan. Dans sa chambre, Elias s'assit sur le bord de son lit, le cœur battant comme s'il avait couru un marathon plutôt que de simplement se balancer sur de la musique dans sa propre cuisine. Sa main, la main qui avait tenu la sienne, picotait du souvenir de la peau chaude contre sa paume. Il n'avait pas eu l'intention de danser avec elle.
Il n'avait pas eu l'intention de partager une partie de lui-même au-delà de ce que les convenances exigeaient. Pourtant, quelque chose dans la musique, dans le souvenir qu'elle évoquait d'une époque avant que sa vie ne se brise en un avant et un après, avait affaibli sa résolution. Et Lila. Elle l'avait regardé, non pas avec pitié ou révulsion, mais avec un simple désir de connexion. Quand elle ferma les yeux et bougea au rythme de la musique, son visage s'était détendu en une expression de pur plaisir, comme si danser dans la cuisine avec un partenaire réticent était exactement là où elle voulait être. Cela n'avait aucun sens pour lui. Elle était jeune, belle, éduquée. Elle aurait pu avoir n'importe qui. Pourquoi accepterait-elle un arrangement avec un homme dont le corps et l'esprit avaient été également marqués par le feu? Il repensa à ce qu'elle avait révélé au dîner, qu'elle avait perdu sa mère enfant, que sa grand-mère l'avait élevée. De petits morceaux d'un puzzle qu'il n'avait pas réalisé qu'il essayait de résoudre. Qui était cette femme qui était entrée dans sa vie par arrangement mais refusait d'être traitée comme une transaction? Elias aperçut son reflet dans le miroir de la commode et détourna rapidement le regard. Une aversion habituelle. Puis, se forçant à regarder à nouveau, il étudia ce que Lila devait voir quand elle le regardait. La ligne déchiquetée qui courait de sa tempe à sa joue, la texture inégale de sa mâchoire droite où la peau greffée n'avait jamais tout à fait correspondu à l'original. Les cicatrices continuaient le long de son cou, sur son épaule et le long de son bras droit jusqu'au poignet. Une carte du pire jour de sa vie, gravée en permanence dans sa chair. Les médecins avaient qualifié de remarquable le fait qu'il ait conservé une mobilité totale. Ils louaient le succès des greffes, la contracture minimale, la façon dont son corps avait accepté les traitements. Tout ce qu'Elias voyait, c'était un paysage en ruine où son ancien moi avait autrefois résidé. Pourtant, ce soir, quand Lila l'avait regardé pendant qu'il dansait, il n'avait vu ni dégoût ni pitié dans ses yeux. Juste de la présence, de l'acceptation et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer, mais qui l'avait poussé, contre toutes ses défenses soigneusement construites, à tendre la main vers la sienne. Elias fléchit ses doigts, se souvenant du poids chaud de sa paume contre la sienne. Une si petite chose, une main offerte et acceptée, mais cela semblait monumental. Et pour la première fois, il se permit d'envisager la possibilité qu'elle ne se briserait peut-être pas. Que peut-être la fragilité qu'il avait projetée sur elle n'existait que dans son esprit, un reflet de sa propre image de soi brisée plutôt qu'une faiblesse en elle. La prise de conscience était à la fois terrifiante et étrangement libératrice. Si Lila était plus forte qu'il ne l'avait supposé, de quelles autres suppositions aurait-il pu se tromper? Le sommeil l'éluda cette nuit-là, alors que la question résonnait dans son esprit, accompagnée de la sensation fantôme de sa main dans la sienne, et du souvenir de notes de jazz flottant dans le chalet qui, pour la première fois, avait semblé autre chose qu'une belle prison. Chapitre 4. Second signal, la soirée poésie. Une semaine après leur danse, Lila découvrit le journal relié en cuir en organisant la bibliothèque de la véranda. Il était tombé derrière une rangée de manuels techniques, son dos craquelé par des années d'utilisation. Elle n'avait pas l'intention de l'ouvrir, respectant l'intimité d'Elias, mais quand il tomba de ses mains, les pages s'éventèrent pour révéler des vers manuscrits. De la poésie. La poésie d'Elias. À en juger par les dates dans les marges, tout datait d'avant l'accident. Son écriture coulait sur les pages en lignes disciplinées, articulant des pensées sur la nature, le temps et la fragilité des liens humains. Lila referma rapidement le journal, mais pas avant qu'une strophe particulière n'attire son œil, dans les espaces entre les mots, je te trouve non pas dans ce qui est dit, mais dans ce qui reste non dit, comme l'air entre des mains tendues qui ne se touchent jamais tout à fait. Les mots résonnaient avec une vérité sur leur situation actuelle qui lui fit mal au cœur. Elle remit soigneusement le journal là où elle l'avait trouvé, mais les vers restèrent avec elle, résonnant dans son esprit alors qu'elle préparait le dîner ce soir-là. Elias avait été moins distant depuis leur danse, la rejoignant pour les repas sans qu'on le lui demande, et initiant occasionnellement des conversations sur des sujets neutres, la météo, un documentaire qu'il avait regardé, ses croquis du lac. Ces petites interactions, aussi banales soient-elles, ressemblaient à des trésors après des mois de silence. Ce soir-là, alors que la pluie s'abattait contre les fenêtres et que le tonnerre grondait sur le lac, Lila décida de prendre un autre risque. Elle alluma un feu dans le foyer en pierre et disposa des coussins sur le sol, créant un nid douillet contre le froid de la tempête. Sur la table basse, elle plaça 2 verres et une bouteille de cabernet de la cave bien garnie du chalet. Quand Elias sortit de son bureau, attiré par l'odeur du cèdre brûlé, il s'arrêta au seuil du salon, observant la scène avec une incertitude visible. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Lila leva les yeux de là où elle était assise en tailleur sur un coussin, un livre ouvert sur ses genoux.
J'ai pensé que nous pourrions lire ensemble. La tempête rend l'ambiance parfaite pour la poésie. Son regard s'aiguisa. De la poésie? J'ai apporté quelques recueils d'Accra, expliqua-t-elle, désignant une pile de livres à côté d'elle. Wall Soyinka, Worcestershire, Odia Ofema. J'ai pensé que nous pourrions partager nos préférés. L'hésitation d'Elias était palpable, mais après un moment, il la rejoignit, choisissant un coussin à une distance respectable du sien. Lila versa du vin dans les 2 verres et lui en tendit un, leurs doigts s'effleurant brièvement lors de l'échange. « Lis-tu souvent de la poésie » demanda-t-elle, veillant à garder un ton désinvolte. Il sirota son vin avant de répondre. « Avant, oui. Plus maintenant. » Le passé resta en suspens entre eux, une autre victime de l'accident, un autre morceau de lui-même qu'il avait jeté. Lila ouvrit son livre, changeant délibérément de sujet avant qu'il ne puisse se retirer. « Ceci est de Worcestershire, dit-elle. Pour les femmes difficiles à aimer. » Elle commença à lire, sa voix douce mais claire sur fond de pluie et de flammes crépitantes. Le poème parlait d'arrêt et d'acuité, d'être trop et jamais assez, du courage nécessaire pour s'aimer soi-même quand les autres trouvaient cela difficile. En lisant, Lila sentit l'attention d'Elias passer d'une tolérance polie à une écoute sincère. Quand elle eut terminé, le silence s'installa entre eux, pensif plutôt que tendu. « À ton tour, dit-elle, lui offrant le livre. »« Je ne, commença-t-il, puis s'arrêta. Je n'ai pas lu de poésie depuis longtemps. Alors je choisirai pour toi. » Elle choisit un autre volume de la pile et trouva une page qu'elle avait marquée. Celui-ci m'a rappelé le lac à l'aube. Elle lui tendit le livre, ouvert sur un poème d'Odia Ofema qui décrivait un paysage dans l'espace liminal entre la nuit et le jour, le moment où le monde retient son souffle avant de s'engager dans le matin. Elias accepta le livre avec réticence, mais une fois qu'il commença à lire, sa voix gagna en confiance. Les mots coulaient de lui comme s'il déverrouillait quelque chose de longtemps dormant, sa cadence naturelle parfaitement adaptée au rythme des vers. Quand il eut terminé, il semblait presque surpris de lui-même, comme s'il avait oublié le son de sa propre voix lorsqu'il ne discutait pas de travail ou n'échangeait pas de politesse. « C'était magnifique, dit Lila. »« Le poème est magnifique, corrigea Théil. J'ai juste lu les mots. »« Non, c'était ta lecture. » Elle soutint son regard. « Tu as une voix faite pour la poésie, Elias. » Il détourna le regard, mal à l'aise avec le compliment, mais ne le contesta pas. Au lieu de cela, il prit une autre gorgée de vin et demanda « Comment as-tu découvert la poésie ?» « Ma grand-mère, répondit Lila, s'installant plus confortablement sur son coussin. Après la mort de ma mère, j'ai cessé de parler pendant presque 1 an. Les médecins ont appelé ça du mutisme sélectif, une réponse au traumatisme. Il traça le bord de son verre de vin avec un doigt. Ma grand-mère a tout essayé pour m'atteindre, mais rien n'a fonctionné jusqu'à ce qu'elle commence à lire de la poésie à haute voix tous les soirs. Finalement, j'ai commencé à lire avec elle, puis pour elle, et enfin mes propres mots sont revenus. Elias l'étudia, la voyant sous un nouveau jour. Je ne savais pas, la plupart des gens ne le savent pas, elle sourit légèrement. Ce n'est pas quelque chose que je partage souvent. Mais je comprends le pouvoir du silence, Elias, et le courage qu'il faut pour le briser. Le parallèle avec son propre silence choisi resta non dit entre eux. J'ai trouvé ton journal, admit-elle après un moment, posant son verre. Je ne l'ai pas lu, pas intentionnellement, mais j'en ai vu assez pour savoir que tu écris. Ou écrivais. Sa posture se raidit. C'était il y a longtemps. Les mots n'expirent pas, dit-elle doucement. Ni le talent. Certaines choses sont mieux laissées dans le passé. Vraiment, le défia Lila. Ou sont-elles simplement plus faciles à abandonner qu'à réconcilier avec qui tu es maintenant? L'expression d'Elias se referma, la fragile ouverture des moments précédents remplacée par ses murs familiers. Tu ne comprends pas, alors aide-moi à comprendre, le pressa Théil. Montre-moi un poème, Justin, que tu as écrit. Quelque chose qui compte pour toi. Il secoua la tête, se levant de son coussin. C'était une erreur. Avant qu'il ne puisse se retirer, Lila parla à nouveau, sa voix ferme. Je vais te montrer un des miens d'abord. Elle récupéra un petit carnet à côté de la pile de livres. J'écris sur les choses que je ne peux pas dire à voix haute. Peut-être que tu le faisais aussi. Sans attendre sa permission, elle commença à lire. Je porte ton absence comme une seconde peau, tendue sur les endroits que tu aurais pu toucher. La nuit, je compte les espaces entre les battements de cœur,
me demandant si les tiens gardent le même temps que les miens. On dit que les mariages arrangés construisent l'amour lentement, brique par brique prudente, un abri construit contre les vents de l'incertitude. Mais comment construire avec un fantôme qui hante sa propre maison? Qui vit derrière des murs déjà construits trop haut? Quand elle eut terminé, les seuls sons étaient la pluie contre les fenêtres et le crépitement des braises dans la cheminée. Lila ne leva pas les yeux, se sentant soudainement vulnérable d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle avait écrit le poème pendant leur 2e mois de mariage, pendant une période de silence particulièrement solitaire. Lila. La voix d'Elias était rauque. Je ne réalisais pas, comment le pourrais-tu, demanda-t-elle, rencontrant enfin son regard. Tu n'as jamais regardé. La vérité de ses paroles sembla le frapper physiquement. Il se rassit, plus près cette fois, et tendit la main pour son carnet. Puis-je? Elle hésita, puis le lui passa. Il relut le poème, silencieusement cette fois, ses doigts traçant les mots comme s'ils étaient du braille. Tu es talentueuse, dit-il finalement, rendant le carnet. Tu l'étais aussi, répliqua T.L. Je n'ai entrevu qu'un fragment d'un poème, mais je pouvais le dire. Elias resta silencieux pendant un long moment, le conflit évident dans son expression. Puis il se leva et quitta la pièce sans un autre mot. Lila ferma les yeux, certaine d'avoir poussé trop loin, d'avoir brisé la connexion ténue qu'ils avaient commencé à construire. Mais quelques instants plus tard, il revint, le journal en cuir dans ses mains. Il s'assit à côté d'elle, plus près qu'avant, et l'ouvrit à une page marquée d'un ruban délavé. Celui-ci, dit-il doucement, est la dernière chose que j'ai écrite avant l'accident. Il commença à lire, sa voix basse et intime dans la pièce éclairée par le feu. Le poème parlait d'un homme au bord de la transformation, ignorant que son monde était sur le point de changer irrévocablement. Les derniers moments d'un ancien moi avant l'immolation en quelque chose de nouveau et de terrifiant. L'émotion brute des vers coupa le souffle de Lila. C'était Elias avant que le feu ne réclame la moitié de son corps, avant que les cicatrices ne réécrivent son sens de soi. Et pourtant, le poème semblait étrangement prophétique, comme si une partie de lui avait senti le changement à venir. Quand il eut fini de lire, le silence les enveloppa de nouveau, lourd de connexions non dites. Dehors, la tempête continuait de faire rage, des éclairs illuminant occasionnellement la pièce en brefs éclats électriques. Merci, dit finalement Lila, de partager cela avec moi. Elias ferma le journal mais ne le mit pas de côté. Je n'ai pas lu ça depuis. Avant. Il fit un geste vague vers son côté cicatrisé. Pourquoi pas? Ils ont été écrits par quelqu'un d'autre, dit-il. Une personne qui n'existe plus. Lila posa légèrement sa main sur le journal. Les mots résonnent toujours, Elias. La voix est toujours la tienne, même si la main qui les a écrits semble différente maintenant. Il ne se déroba pas à son contact. Je ne sais pas comment réconcilier qui j'étais avec qui je suis. Peut-être que tu n'as pas à les réconcilier, suggéra T.L. Peut-être que tu dois juste reconnaître que les deux font partie de toi. L'avant et l'après existant ensemble, créant quelque chose de nouveau. Elias la regarda alors, la regarda vraiment, comme s'il voyait au-delà de sa présence physique quelque chose d'essentiel. Comment es-tu devenu si sage? Un sourire effleura ses lèvres. En survivant à mon propre feu. Ils restèrent près du foyer jusque tard dans la nuit, partageant plus de poésie, certains tirés de livres, certains du journal d'Elias, certains du carnet de Lila. La distance entre leurs coussins diminua progressivement jusqu'à ce qu'ils soient assis épaule contre épaule, la chaleur du feu égalée par la chaleur de la connexion qui se construisait lentement entre eux. Quand l'épuisement les gagna enfin, ils s'endormirent là, aux extrémités opposées du canapé, les livres de poésie éparpillés entre eux comme des ponts sur un fossé qui se rétrécissait. Chapitre 5. Troisième signal, le bain de minuit. La soirée poésie marqua un tournant dans leur relation. Au cours des jours suivants, Elias commença à rejoindre Lila dans la véranda le soir, lisant parfois, partageant parfois simplement l'espace dans un silence complice. Ils maintenaient toujours une distance physique, mais les murs émotionnels entre eux avaient commencé à s'effriter. Un soir de fin juin, alors que la chaleur estivale persistait même après le coucher du soleil, Lila se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant le reflet de la lune scintiller sur la surface du lac. Le chalet disposait d'équipements modernes, dont une piscine chauffée surplombant l'eau, mais aucun d'eux ne l'avait utilisé pendant leurs 3 mois de cohabitation. Le plan se forma dans son esprit, audacieux, peut-être trop direct, mais elle était fatiguée de la danse prudente qu'ils exécutaient. Si la poésie avait ouvert une porte entre eux,
peut-être que cela pourrait la pousser plus loin. Elle attendit qu'Elias se soit retiré dans son bureau avant de récupérer un modeste maillot de bain noir de sa commode. Elle le posa bien en vue sur le comptoir de leur salle de bain commune, où il le remarquerait certainement, puis emporta un peignoir léger et une bouteille de vin avec 2 verres sur la terrasse de la piscine. La nuit était parfaite, chaude, avec une douce brise qui portait l'odeur du pin et des fleurs sauvages. Des étoiles ponctuaient le ciel clair, leur reflet se mêlant à celui de la lune sur l'eau calme du lac au-delà du bord à débordement de la piscine. Lila alluma les lanternes extérieures, baignant l'espace d'une lueur dorée qui semblait à la fois intime et onirique. Puis elle ôta son peignoir et entra dans l'eau chauffée, s'immergeant jusqu'aux épaules. La sensation était exaltante, une rébellion privée contre des mois de convenance prudente. Elle se versa un verre de vin et attendit, espérant que son invitation implicite serait comprise. 20 minutes s'écoulèrent avant qu'elle n'entende le son doux de la porte de la terrasse s'ouvrir. Elias se tenait hésitant au seuil, vêtu d'un short et d'une chemise à manches longues boutonnée malgré la chaleur du soir. Dans sa main se trouvait le maillot de bain qu'elle avait délibérément laissé derrière elle. « Tu as oublié ça » dit-il, sa voix soigneusement neutre alors qu'il détournait les yeux de ses épaules nues visibles au-dessus de la surface de l'eau. Lila prit une gorgée de vin, son regard ferme. « Je n'ai pas oublié. » L'implication resta en suspens entre eux, claire et sans équivoque. La posture d'Elias se raidit. « Lila, je ne pense pas, l'interrompit-elle doucement. Sois juste ici, dans ce moment. L'eau est parfaite. » Son conflit était évident. Le désir de se retirer, en guerre avec autre chose. Quelque chose de plus récent qui grandissait depuis la nuit où ils avaient partagé de la poésie. Finalement, il posa le maillot de bain sur une chaise longue voisine. « Je ne peux pas, dit-il, désignant son corps couvert. La compréhension éclaira Lila. « Tu n'as pas à te déshabiller complètement, dit-elle. Mais l'eau est merveilleuse. Approche-toi juste. » Après un autre moment d'hésitation, Elias enleva ses chaussures et remonta les jambes de son pantalon, puis s'assit au bord de la piscine, plongeant ses pieds et ses mollets. C'était un compromis, ne pas la rejoindre entièrement, mais ne pas se retirer non plus. Lila sourit, acceptant ce juste milieu. Elle se déplaça dans l'eau jusqu'à la bouteille de vin au bord de la piscine et versa un deuxième verre, le lui offrant. Il l'accepta, veillant à garder les yeux sur son visage. « Parle-moi d'Accra, dit-il soudainement, la surprenant. Comment était ta vie là-bas ? » Reconnaissante de son effort de connexion, Lila commença à partager des histoires de son enfance. Les marchés animés où sa grand-mère marchandait des tissus, l'université où elle avait étudié l'ingénierie, les amis qu'elle avait laissés derrière elle en déménageant en Amérique. Pendant qu'elle parlait, elle restait dans l'eau, se rapprochant occasionnellement de l'endroit où il était assis, mais sans jamais empiéter sur son espace. « Les orages me manquent, admit-elle. Ils sont différents là-bas. Violents, mais magnifiques. Ma grand-mère disait que c'étaient les ancêtres qui se disputaient à propos des affaires de famille. » Un petit sourire effleura les lèvres d'Elias. Ma mère avait un dicton similaire. Elle appelait la foudre le flash de l'appareil photo de Dieu, prenant des photos de la terre pour se souvenir de ce qu'il a créé. Je ne savais pas que tu étais spirituel, observa Lila. Pas particulièrement, mais j'aime l'image. Il regarda le lac, le clair de lune argentant son profil. Après l'accident, j'ai passé beaucoup de temps à me demander pourquoi j'avais survécu alors que d'autres dans des situations similaires ne le font pas. S'il y avait un but à tout cela. As-tu trouvé une réponse ? Il secoua la tête. Juste plus de questions. Ils restèrent silencieux, le doux clapotis de l'eau contre le bord de la piscine étant le seul son. Lila termina son vin et posa le verre, puis s'immergea complètement, sentant l'eau l'envelopper comme une seconde peau. Quand elle refit surface, repoussant ses cheveux mouillés de son visage, elle trouva Elias qui la regardait avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Tu es magnifique, dit-il doucement, les mots semblant le surprendre autant qu'elle. Je ne te l'ai jamais dit, n'est-ce pas ? Non, répondit-elle, sa voix tout aussi douce. Tu ne l'as pas fait. J'aurais dû. C'est la vérité. Enhardie par son aveu, Lila se rapprocha de l'endroit où il était assis, veillant toujours à garder la majeure partie de son corps sous la surface de l'eau. Voudrais-tu entrer ? Juste pour un moment ? Le conflit traversa de nouveau ses traits. Les cicatrices. Elles sont plus étendues que ce que tu peux voir sur mon visage. Je sais, dit-elle simplement.
Elle couvre la majeure partie de mon côté droit, de mon visage jusqu'à ma hanche. Le bras droit a subi le pire. Sa voix était factuelle, mais elle pouvait entendre la vulnérabilité en dessous. Elles font partie de toi, répliqua TL. Et je veux te connaître tout entier, Elias. Pas seulement les parties que tu juges acceptables. Il détourna le regard, la mâchoire serrée. Je ne suis pas allé dans l'eau depuis l'hôpital. Les piscines de thérapie. Comprenant l'importance de ce qu'elle demandait, Lila recula, lui donnant de l'espace. Je suis désolé, je ne réalisais pas, à sa surprise, Elias commença à déboutonner sa chemise. Non, dit-il. Tu as raison. Il est temps. Le cœur battant, Lila se détourna, lui offrant de l'intimité. Elle entendit le bruissement du tissu suivi du son du déplacement de l'eau alors qu'il entrait dans la piscine. Quand elle se retourna, il était immergé jusqu'à la poitrine, son épaule droite cicatrisée visible au-dessus de la ligne de flottaison. La peau endommagée était une topographie complexe de tissus guéris. Certaines zones lisses et brillantes, d'autres texturées avec le motif indubitable des greffes. Cela s'étendait le long de son bras et sur son torse aussi loin qu'elle pouvait le voir sous la surface de l'eau. Lila resta où elle était, lui permettant de s'adapter à cette nouvelle vulnérabilité. Merci, dit-elle simplement. Elias hocha la tête, son expression un mélange complexe de peur et de soulagement. C'est étrange, mais agréable. Ils restèrent dans l'eau ensemble, maintenant une distance respectueuse mais partageant le même espace, la même expérience. Peu à peu, la tension d'Elias s'apaisa alors qu'il redécouvrait le simple plaisir de flotter, d'être porté par l'eau. Dis-moi quelque chose que personne d'autre ne sait sur toi, suggéra Lila, flottant sur le dos et regardant les étoiles. Elias réfléchit à cela, puis offrit, je voulais être pianiste avant de me lancer dans la technologie. J'ai joué pendant 14 ans. Joues-tu encore? Il fléchit sa main droite sous l'eau. La dextérité n'est plus la même. Mais parfois, ça me manque. Il y a un piano dans le hangar à bateau, révéla Lila. Je l'ai vu en explorant. Il a probablement besoin d'être accordé. Peut-être un jour, dit-il, pas un rejet, mais pas un engagement non plus. Ils continuèrent à partager des fragments d'eux-mêmes, livres préférés de l'enfance, ambitions secrètes, petites peurs et joies privées. L'heure de minuit vint et passa, mais aucun ne bougea pour quitter le sanctuaire qu'ils avaient créé. Finalement, Elias nagea plus près de l'endroit où Lila flottait, maintenant toujours une distance prudente, mais réduisant délibérément l'espace entre eux. Merci, dit-il doucement. Pourquoi? Pour ça, il désigna la piscine, la nuit, le moment. Pour ne pas avoir abandonné. Lila sourit, le cœur plein. Certaines choses valent la peine de persister. Leurs mains s'effleurèrent sous l'eau, un contact accidentel que ni l'un ni l'autre ne retira. Pendant un bref moment électrique, leurs doigts s'entrelacèrent avant qu'Elias ne la relâche doucement, non pas en signe de rejet, mais en reconnaissance qu'ils progressaient exactement au bon rythme. Quand ils quittèrent enfin la piscine, Lila s'enveloppa dans son peignoir tandis qu'Elias se détournait. Ils retournèrent au chalet séparément, mais quelque chose de fondamental avait changé entre eux. La distance demeurait, mais elle n'était plus insurmontable. Juste un espace qu'ils apprenaient tous les deux à traverser, un pas prudent à la fois. Chapitre 6. La lettre. Les semaines qui suivirent le bain de minuit apportèrent des changements subtils mais significatifs à la relation d'Elias et Lila. Ils commencèrent à prendre le petit déjeuner ensemble tous les matins sans qu'on le leur demande, leur conversation s'étendant au-delà des politesses pour devenir de véritables échanges d'idées. Occasionnellement, en se croisant dans le couloir étroit, leurs mains s'effleuraient, de brefs contacts que ni l'un ni l'autre ne reconnaissaient à voix haute, mais que tous deux chérissaient secrètement. Plus remarquablement, Elias avait commencé à assouplir certaines limites physiques. Il ne couvrait plus immédiatement son bras cicatrisé lorsque Lila entrait dans une pièce à l'improviste. Lors des soirées particulièrement chaudes, il avait même retroussé ses manches alors qu'il lisait dans la véranda, exposant la peau endommagée de son avant-bras à la lumière ambiante. Un petit acte de confiance qui n'était pas passé inaperçu. La connexion hésitante qui grandissait entre eux semblait aussi fragile que précieuse. Lila, consciente de la facilité avec laquelle les progrès pouvaient être anéantis, agissait avec une patience prudente, permettant à Elias de dicter le rythme de leur convergence progressive. Un mercredi matin de début juillet, Elias se retrouva seul dans le chalet. Lila avait mentionné qu'elle allait en ville pour des courses et des fournitures d'art, le laissant avec une solitude rare.
Il profita de l'occasion pour rattraper sa correspondance, triant une pile de courriers qui s'étaient accumulés au cours de la semaine. Parmi les enveloppes se trouvait une adressée à Lila d'une écriture inconnue, affranchie d'Accra. Le timbre international attira son attention. Elle recevait rarement du courrier physique, menant la plupart de ses communications avec sa famille par voie électronique. Il la mit de côté sur le comptoir de la cuisine, où elle la verrait à son retour. Plus tard, en cherchant un rapport particulier dans la véranda, Elias remarqua que le carnet de croquis de Lila était tombé de la table à dessin. Alors qu'il se penchait pour le ramasser, plusieurs feuilles volantes s'en échappèrent, dont une lettre écrite sur du papier de couleur crème. Il ne l'aurait pas lu si la première ligne n'avait pas attiré son œil. « Ma très chère Lila, je ne peux toujours pas accepter que tu aies mené à bien cet arrangement. » Elias se figea, les mots le frappant avec une force inattendue. Il savait qu'il devait remettre la lettre sans la lire, mais quelque chose le poussa à continuer. « Ton père insiste sur le fait que ce mariage est ce que tu voulais, mais je me souviens trop clairement de nos plans pour le croire. Quelle que soit l'obligation que tu ressens envers les souhaits de ta famille, souviens-toi que ta vie t'appartient, pas à la tradition, pas aux intérêts commerciaux, et certainement pas à un étranger qui ne peut possiblement connaître ton cœur comme moi. J'ai respecté tes demandes d'espace ces derniers mois, mais je ne peux plus rester silencieux. Ce que nous partagions était réel, Lila. 3 ans ne peuvent être effacés par une cérémonie avec un homme que tu connais à peine. Le programme au MIT a toujours une place pour toi, j'ai parlé avec les directeurs et ils sont prêts à différer ton acceptation d'un autre semestre. Nous pourrions reprendre ce que nous avons commencé, renouer les fils de l'avenir que nous avions planifiés ensemble. Je serai à Seattle le mois prochain pour la conférence. Dis un mot, et je viendrai à toi. Quelles que soient les complications découlant de la rupture de cet arrangement, nous pouvons les affronter ensemble. Tout mon amour, Kofi. La signature, parfaitement lisible contrairement au reste de l'écriture hâtive, semblait narguer Elias. Kofi. Un nom que Lila n'avait jamais mentionné, mais clairement quelqu'un qui avait occupé une partie importante de sa vie. Quelqu'un qui avait fait des plans avec elle. Quelqu'un qui connaissait son cœur. Quelqu'un qui la voulait encore. La révélation déstabilisa tout ce qu'Elias avait commencé à croire sur leur relation. La chaleur récente entre eux, qu'il avait attribuée à la nature patiente de Lila et à sa propre ouverture progressive, apparaissait maintenant sous un jour différent. L'avait-elle comparé à Kofi tout ce temps, le trouvant inférieur? Chaque petite connexion qu'il formait était-elle simplement sa tentative de tirer le meilleur parti d'une situation non désirée, tandis que son cœur restait ailleurs? Avec des mouvements prudents qui trahissaient son trouble intérieur, Elias remit la lettre dans le carnet de croquis et le replaça exactement comme il l'avait trouvé. Puis il se retira dans son bureau, fermant la porte à clé derrière lui, une barrière qu'il n'avait pas jugée nécessaire depuis des semaines. Ses sentiments le surprirent par leur intensité. Au-delà du sentiment évident de trahison en découvrant le secret apparent de Lila, il y avait quelque chose de plus profond, de plus personnel. De la déception, oui, mais aussi une douleur aiguë qui ressemblait inconfortablement à de la jalousie. Quand avait-il commencé à se soucier autant de ce que Lila ressentait, de qui pourrait réclamer ses affections? Le bain de minuit, et tout ce qui avait suivi, semblait maintenant entaché. Sa patience, ses approches prudentes, son absence d'exigence. Peut-être n'étaient-ce pas des signes de respect pour ses limites, mais un soulagement qu'il les maintienne, lui épargnant l'obligation d'une intimité physique avec un homme qu'elle n'avait jamais choisi. Des heures plus tard, le son de la voiture de Lila dans l'allée le tira de ses pensées tourbillonnantes. Il resta dans son bureau, écoutant ses mouvements dans le chalet, le bruissement des sacs de course, l'ouverture et la fermeture des portes de placard, ses pas passant devant son bureau sans s'arrêter. Quand il sortit enfin pour le dîner, elle avait déjà mis la table, un petit vase de fleurs sauvages en son centre, des assiettes de poissons grillés et de légumes disposés avec soin. Elle leva les yeux quand il entra, son sourire sincère s'effaçant rapidement en enregistrant son expression. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, posant la cuillère de service. Elias prit sa place, maintenant une formalité qui avait été absente de leurs interactions récentes. Bien. Juste concentré sur le travail. Ils mangèrent dans un silence inconfortable, l'aisance des jours précédents évaporée. Lila fit plusieurs tentatives de conversation, mais les réponses d'Elias étaient brèves, distraites. Finalement, elle posa sa fourchette. « Quelque chose s'est-il passé pendant que j'étais parti ?» demanda-t-elle directement. Elias envisagea de dévier, mais se trouva incapable de perpétuer le mensonge. « Tu as reçu une lettre, dit-il, sa voix soigneusement neutre. D'Accra.
Je l'ai laissée sur le comptoir. Oh. Elle jeta un coup d'œil vers la cuisine. Merci. De Kofi, ajouta-t-il, observant son visage. L'expression de Lila changea, surprise, puis reconnaissance, puis quelque chose de plus complexe. Tu as lu ma lettre. Elle est tombée de ton carnet de croquis quand je le ramassais du sol. Une vérité partielle. J'ai vu la première ligne, j'ai compris, et j'ai décidé de lire le reste. Elias eut la grâce d'avoir l'air honteux. Je n'aurais pas dû. Non, tu n'aurais pas dû. Sa voix contenait plus de déception que de colère. Elle se recula de la table et récupéra la lettre sur le comptoir, revenant se tenir à côté de lui. Mais puisque tu l'as fait, nous devrions peut-être en discuter. Il n'y a rien à discuter, dit Elias avec raideur. Tes relations personnelles sont tes propres affaires. Elles deviennent tes affaires quand elles nous affectent, répliqua Lila, reprenant sa place. Que as-tu lu exactement qui a causé ce retrait? Elias la regarda droit dans les yeux. Assez pour savoir que tu avais des plans avec lui. Que tu as sacrifié ces plans pour cet arrangement. Qu'il veut que tu reconsidères. Lila resta silencieuse un moment, étudiant la lettre dans ses mains. Oui, Kofi et moi avions des plans. Nous étions proches pendant 3 ans à l'université. Il supposait que nous continuerions cette relation après. Tu étais amoureuse de lui, dit Elias, une affirmation plutôt qu'une question. Je tenais beaucoup à lui, reconnut elle. Mais l'amour est un mot complexe. Pourtant, tu l'as quitté pour cet arrangement. Pour un mariage avec un étranger. Le regard de Lila était ferme. J'ai fait mon choix, Elias. À cause d'une obligation familiale. Parce que c'est ce que je voulais. Elias ricana. Comment cela pourrait-il être ce que tu voulais? Un mariage froid avec un homme abîmé qui peut à peine te regarder? Alors que quelqu'un qui t'aime attend que tu reviennes à la raison. La colère éclata dans les yeux de Lila, la première qu'il ait jamais vue de sa part. Ne présume pas de me dire ce que je veux, ou pourquoi je le veux. Tu as passé 3 mois à éviter toute conversation réelle sur notre mariage, et maintenant tu penses pouvoir juger mes décisions sur la base d'une lettre que tu n'avais aucun droit de lire? Sa véhémence le réduisit au silence. Kofi et moi prévoyions de postuler au même programme de doctorat, oui. Il a supposé que cela signifiait que nous avions un avenir ensemble au-delà des études. Je n'ai jamais fait cette promesse. La lettre suggère le contraire, dit doucement Elias. La lettre montre le point de vue de Kofi, pas le mien. Lila plia soigneusement le papier. Il était important pour moi. Mais quand l'arrangement avec ta famille a été proposé, j'ai vu un chemin différent. Un que j'ai choisi volontairement. Elias secoua la tête, l'incrédulité évidente. Pourquoi quelqu'un choisirait-il cela, plutôt qu'une relation avec quelqu'un qu'il adore clairement, quelqu'un d'entier, quelqu'un sans? Il fit un geste vers son côté cicatrisé. Penses-tu vraiment si peu de moi? Demanda Lila, sa voix s'adoucissant de blessure. Que j'évaluerais un mari potentiel uniquement sur son apparence physique? Que je serais incapable de voir au-delà des cicatrices l'homme en dessous? Je pense que tu es gentille, dit Elias. Peut-être trop gentille. Assez gentille pour sacrifier ton bonheur pour les attentes familiales. Lila se leva brusquement, la frustration évidente dans sa posture. Tu es déterminé à croire le pire, n'est-ce pas? Que je ne pouvais pas avoir voulu ce mariage pour mes propres raisons. Que je dois être piégé, ou me sacrifier, ou me contenter? Les preuves suggèrent. Les preuves ne suggèrent rien de tel, l'interrompit-elle. Tu as lu une lettre d'une personne qui voyait notre relation très différemment de moi, et au lieu de me poser des questions à ce sujet, tu as construit tout un récit qui renforce commodément tes propres insécurités. La dure vérité de son évaluation le réduisit au silence. Lila continua, sa voix contrôlée mais intense. Kofi était brillant, charmant et ambitieux. Il avait planifié nos 5 prochaines années dans les moindres détails. Mais il ne m'a jamais demandé une seule fois si ses plans correspondaient à ce que je voulais. Il a supposé. Tout comme tu supposes maintenant. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant le lac qui s'assombrissait. J'ai mis fin à ma relation avec Kofi avant que l'arrangement avec ta famille ne soit finalisé. Pas à cause de cela, mais parce que, malgré son intelligence et sa dévotion, il ne m'a jamais vraiment vu. Seulement la version de moi qui s'intégrait dans son avenir parfaitement construit. Elias absorba cela, essayant de le concilier avec la lettre passionnée qu'il avait lue. Et cet arrangement,
pensais-tu qu'il serait différent? Lila se retourna pour lui faire face, son expression s'adoucissant. J'espérais que ce pourrait être le cas. Que nous pourrions construire quelque chose d'authentique, sans préjugés ni suppositions. Une page blanche. L'ironie n'échappa pas à Elias, qui avait passé 3 mois à lui imposer ses propres suppositions, tout comme Kofi l'avait fait. J'ai été injuste envers toi, admit-il doucement. Oui, acquiesça-t-elle sans rancune. Tu l'as été. Je suis désolé d'avoir lu ta lettre. Je suis désolé que tu aies senti que tu devais le cacher. Elle retourna à la table, mais ne s'assit pas. Elias, je sais que la confiance est difficile pour toi. Mais je ne peux pas continuer à prouver que je suis digne de ta confiance si tu te retires au premier défi. Il leva les yeux vers elle, frappé par sa grâce, même dans la confrontation. Que veux-tu de moi, Lila? De l'honnêteté, dit-elle simplement. La même honnêteté que je t'ai offerte. Si tu as des questions, pose-les. Si tu as des doutes, exprime-les. Mais ne te retire pas derrière des murs en attendant que je devine ce qui se passe. Elias hocha lentement la tête, acceptant l'équité de sa demande. Et Kofi, le verras-tu quand il viendra à Seattle? Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Cela te dérangerait-il si je le faisais? La question le prit au dépourvu. Pas la demande elle-même, mais la prise de conscience que oui, cela le dérangerait profondément. La reconnaissance de ce fait révéla quelque chose qu'il avait évité d'affronter. Quelque part entre leur danse dans la cuisine et leur bain de minuit, ses sentiments pour Lila avaient évolué au-delà de l'obligation ou de l'arrangement pour devenir quelque chose de plus personnel, quelque chose qui pouvait être menacé. Il se pourrait, admit-il. Mais c'est mon problème à résoudre, pas à toi de t'y accommoder. L'expression de Lila s'adoucit à son honnêteté. Merci d'avoir dit ça. Ils restèrent dans un silence chargé, le dîner oublié entre eux. Finalement, Elias posa la question qui couvait sous la surface depuis qu'il avait lu la lettre. Es-tu heureuse ici, Lila? Avec cet arrangement, il ne put tout à fait se résoudre à dire « avec moi ». Elle considéra la question avec le sérieux qu'elle méritait. Je ne suis pas malheureuse, dit-elle prudemment. Il y a des moments de connexion qui me donnent de l'espoir. Des moments où j'entrevois ce que nous pourrions devenir si nous choisissons tous les deux d'investir dans ce mariage. Ce n'était pas une approbation enthousiaste, mais c'était honnête. Et étrangement, cette honnêteté apporta à Elias plus de réconfort qu'une fausse assurance ne l'aurait fait. Je veux ces moments aussi, confessa-t-il doucement. Lila hocha la tête, un petit sourire effleurant ses lèvres. Alors peut-être devrions-nous nous concentrer sur en créer davantage, plutôt que de remettre en question ceux que nous avons déjà partagés. Elle tendit la main sur la table, ne cherchant pas à l'atteindre, mais offrant une connexion s'il la voulait. Après un moment d'hésitation, Elias plaça sa main dans la sienne, la peau cicatrisée contre sa paume lisse. Plus de repli, dit-elle doucement. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. J'essaierai, promit-il, sachant que cela nécessiterait de démanteler des défenses construites sur 2 ans de douleur et d'isolement. Mais je ne peux pas garantir que je n'échouerai pas parfois. Je ne demande pas de garantie, répondit Lila. Juste des efforts. Alors que leurs mains restaient liées sur la table du dîner, Elias réalisa que malgré la révélation de la lettre de Kofi, ou peut-être à cause de la conversation honnête qu'elle avait provoquée, il se sentait plus proche de Lila qu'auparavant. La reconnaissance d'obstacles potentiels avait en quelque sorte rendu leur connexion plus authentique, plus ancrée dans la réalité plutôt que dans une politesse prudente. La lettre l'avait forcé à affronter non seulement ses insécurités, mais aussi la profondeur croissante de ses sentiments pour sa femme. La reconnaissance qu'il se souciait assez pour être menacé par l'existence de Kofi était en soi une révélation, une qui nécessiterait un examen attentif dans les heures privées de la nuit. Pour l'instant, cependant, la chaleur de la main de Lila dans la sienne était suffisante, un pont sur les incertitudes qui subsistaient encore entre eux, mais un pont qu'ils choisissaient tous les deux de traverser. Chapitre 7. 4e signal, la tempête. Malgré leur conversation sur la lettre de Kofi, quelque chose avait changé chez Elias. Au cours des jours suivants, il maintint une distance polie, rejoignant toujours Lila pour les repas, engageant toujours la conversation, mais avec une réserve qui n'était pas présente depuis avant leur bain de minuit. Il passait de plus longues heures dans son bureau, et mentionna à 2 reprises des voyages d'affaires potentiels qui l'éloigneraient du chalet. Lila sentit le retrait, mais choisit de ne pas l'affronter directement. Au lieu de cela, elle se concentra sur ses propres projets,
esquissant le paysage estival et cataloguant les fleurs sauvages qui fleurissaient autour du lac. Elle lui donna de l'espace, comprenant que la confiance une fois remise en question nécessitait du temps pour être reconstruite. Une semaine s'écoula dans cette danse prudente de proximité sans connexion. Puis, un vendredi soir humide, les prévisions météorologiques émirent des avertissements concernant un système orageux approchant, potentiellement le plus sévère que la région ait connu depuis des années. « Nous devrions nous préparer », dit Elias au dîner, montrant à Lila l'alerte sur son téléphone. Des pannes de courant sont probables. La route pourrait être inondée là où elle plonge près de Miller Creek. Ensemble, ils rassemblèrent des fournitures d'urgence, lampes de poche, piles, nourriture non périssable et eau. Elias vérifia le générateur tandis que Lila sécurisait le mobilier extérieur et rentrait les plantes en pot. Leur effort coordonné semblait naturel, presque domestique, comme si la perspective de faire face à un défi commun avait temporairement suspendu la tension entre eux. À la tombée de la nuit, la tempête s'annonça avec un tonnerre lointain, roulant à travers les montagnes vers le lac. Il se tenait aux fenêtres du salon, regardant les éclairs zébrer l'horizon, illuminant les nuages qui s'amoncelaient en de brefs éclats électriques. « C'est magnifique », murmura Lila. « Terrifiant, mais magnifique. » Elias jeta un coup d'œil à son profil, découpé sur le ciel assombri. Comme beaucoup de choses puissantes. Leurs yeux se rencontrèrent brièvement avant que tous deux ne détournent le regard, le double sens de ces mots flottant dans l'espace entre eux. La tempête arriva avec une férocité soudaine. Le vent fouettait les arbres, la pluie martelait le toit et les fenêtres, le tonnerre secouait les fondations du chalet. Malgré les précautions d'Elias, le courant fut coupé dès la première heure, les plongeant dans l'obscurité, rompu seulement par des lampes de poche et des éclairs occasionnels. Elias tenta de réparer la connexion du générateur, mais revint quelques minutes plus tard, trempé par la brève exposition aux éléments. « Je ne peux pas le réparer par ce temps. » Vers minuit, la tempête s'intensifia. La pluie trouva son chemin à travers une petite fissure dans le toit, goûtant dans le couloir de l'étage. Elias plaça des seaux pour recueillir la fuite, tandis que Lila rassemblait des serviettes pour protéger le parquet. « Le plafond de ta chambre pourrait être compromis, dit-il, examinant les taches d'eau qui s'étendaient sur le plâtre. Tu ne devrais pas dormir ici cette nuit. » Après une brève discussion sur les arrangements pour dormir, Lila insista sur le côté pratique, soit nous partageons l'espace raisonnablement, soit je dormirai moi-même sur le canapé. Finalement, Elias hocha la tête. D'accord. Prends ce dont tu as besoin dans ta chambre. Quand Lila entra dans sa chambre 20 minutes plus tard, portant un petit sac de nuit avec l'essentiel, elle trouva qu'Elias avait créé un lit de fortune avec des couvertures et des oreillers sur l'un des grands fauteuils de lecture. La température avait commencé à baisser alors que la tempête entraînait de l'air plus frais derrière elle. Malgré la saison estivale, Lila frissonnait dans sa fine chemise de nuit. « Tiens, » dit Elias, remarquant son inconfort. Il sortit une couverture supplémentaire de son placard, leurs doigts s'effleurant lors de l'échange, un bref contact qui semblait magnifié par le cadre intime. Ni l'un ni l'autre ne le reconnut, mais ni l'un ni l'autre ne se retira immédiatement non plus. Malgré le fauteuil confortable, Lila avait du mal à trouver une position qui ne laissait pas une partie d'elle exposée à l'air de plus en plus froid. Un éclair illumina la pièce d'une lumière blanche et crue. Dans ce bref instant, elle surprit Elias qui la regardait, l'inquiétude évidente dans son expression. « C'est absurde, dit-il soudainement. Nous sommes des adultes. Nous pouvons partager un lit pour la chaleur sans complication. » La suggestion pratique surprit Lila, venant de l'homme qui avait maintenu une distance physique prudente pendant des mois. « Es-tu sûr ? C'est juste de la chaleur corporelle, dit-il, bien que son ton suggère qu'il essayait de se convaincre autant qu'elle. Lila se glissa sous les couvertures de l'autre côté du lit king size, maintenant la distance qu'il avait établie. Ils gisaient côte à côte, fixant le plafond, hyper conscient de la présence de l'autre. « Tu as encore froid ?» observa-t-il, remarquant son léger tremblement. « Un peu » reconnut elle. Elias resta silencieux pendant un long moment, débattant clairement avec lui-même. Puis, avec une résolution évidente, il parla à nouveau. « Tourne-toi de mon côté. » « Quoi ? » « Mets-toi sur le côté, le dos tourné, » clarifia-t-il. « Je peux. Nous pouvons partager plus de chaleur de cette façon. » La compréhension éclaira Lila, il proposait de la prendre dans ses bras, ou du moins de s'allonger plus près. Elle se tourna comme demandé, le dos vers lui, le cœur battant d'une anticipation qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Le matelas bougea alors qu'Elias se rapprochait.
Elle le sentit hésiter, puis aligna soigneusement son corps derrière le sien sans tout à fait la toucher, créant un cocon de chaleur entre eux. « Ça va comme ça ?» demanda-t-il, sa voix basse près de son oreille. « Oui » murmura-t-elle. Ils restèrent ainsi, ne se touchant pas tout à fait, mais assez proches pour partager la chaleur alors que la tempête faisait rage dehors. Peu à peu, la tension dans le corps d'Elias s'apaisa, et Lila se sentit se détendre aussi, bercée par le son rythmique de la pluie et la présence stable derrière elle. « Quand j'étais enfant à Accra, dit-elle doucement, des tempêtes comme celle-ci coupaient le courant dans notre quartier pendant des jours. Ma grand-mère rassemblait tous les enfants dans une pièce et racontait des histoires jusqu'à ce que nous oublions d'avoir peur. » Quel genre d'histoire? Du folklore, principalement. Des contes d'animaux malins déjouant les humains, d'esprits ancestraux guidant les voyageurs perdus, de gens ordinaires découvrant un courage extraordinaire. Lila sourit au souvenir. Elle avait une histoire différente pour chaque type de tempête. Les pluies douces appelaient des histoires d'amour, mais les orages comme celui-ci. Ceux-ci exigeaient des épopées de transformation et de renaissance. « Raconte-m'en une » dit Elias, la surprenant par sa demande. Lila commença à raconter l'histoire d'une jeune fille du village qui s'aventura dans une forêt interdite lors d'une grande tempête, cherchant un remède pour son père mourant. La forêt, irritée par l'empiètement humain, la transforma en arbre en guise de punition. Mais au fil des saisons passées enracinée au même endroit, observant les cycles de la vie autour d'elle, l'arbre jeune fille acquit une sagesse qui transcendait sa compréhension humaine. 7 ans plus tard, continua Lila, une autre grande tempête arriva. La foudre frappa l'arbre jeune fille, fendant son tronc. Mais au lieu de la détruire, le feu la libéra de sa prison d'écorce, la transformant une fois de plus. Pas en la jeune fille qu'elle avait été, mais en quelque chose de nouveau, une femme avec des racines s'enfonçant profondément dans la terre et des branches touchant le ciel, portant les marques de sa transformation comme un texte sacré sur sa peau. Elle fit une pause, réalisant le parallèle avec la propre transformation d'Elias par le feu. « Qu'est-il advenu d'elle » demanda Elias, sa voix trahissant son investissement dans le conte. Elle retourna dans son village, méconnaissable sauf pour son père, qui la reconnut à la lumière dans ses yeux, que nulle transformation ne pouvait changer. Les villageois la craignirent au début avec son apparence étrange, mais lentement, elle leur apprit à voir différemment, à reconnaître que le changement, même douloureux, peut révéler des vérités que le confort ne pourrait jamais. La tempête à l'extérieur avait commencé à se calmer, le tonnerre plus lointain maintenant, la pluie plus douce contre les fenêtres. « Merci pour l'histoire » dit Elias après un long silence. Un autre silence, celui-ci lourd de pensées non dites. Puis la voix d'Elias, plus basse qu'avant. « Je me suis éloigné depuis la lettre de Kofi. Je sais. Je me suis dit que c'était pour te donner de l'espace pour reconsidérer, pour m'assurer que tu ne te sentes pas obligé de continuer cet arrangement si ton cœur était ailleurs. » Ces mots sortaient lentement, soigneusement choisis. Mais ce n'était pas entièrement vrai. J'avais peur, admit-il. Peur que ce que nous construisons soit réel, et donc capable de causer une douleur réelle s'il était perdu. Le courage n'est pas l'absence de peur, répliqua doucement Lila. C'est avancer malgré elle. Le matelas bougea alors qu'Elias se rapprochait légèrement. Son corps touchait maintenant à peine le sien, sa poitrine contre son dos. Un murmure de contact qui semblait monumental dans sa signification. J'essaie, dit-il doucement. Lila se permit de se détendre dans cette étreinte subtile. Je sais. Moi aussi. Dehors, la tempête continuait sa retraite, laissant derrière elle une pluie douce qui tapotait de manière apaisante contre le toit. À l'intérieur, une autre sorte de tempête se calmait, le tumulte de la peur et du doute cédait la place à quelque chose de plus stable, quelque chose fondé sur le choix plutôt que sur les circonstances. Alors que le sommeil commençait enfin à les gagner, le bras d'Elias se posa hésitamment sur la taille de Lila, ne la serrant pas, ne demandant rien, juste reposant là, un pont sur la dernière distance entre eux. Elle couvrit sa main de la sienne, une acceptation silencieuse de l'offrande. Ils s'endormirent ainsi, blottis l'un contre l'autre contre le froid, la tempête passant, laissant le monde lavé et propre à l'extérieur et quelque chose de nouveau prenant racine à l'intérieur. Le matin après la tempête se leva clair et lumineux, comme si la tempête n'avait jamais eu lieu. Elias se réveilla le premier, momentanément désorienté par le poids chaud contre lui. Quelque part pendant la nuit, leur étreinte hésitante s'était approfondie, Lila était maintenant entièrement blottie contre sa poitrine, son bras courbé protecteur autour de sa taille, leurs jambes emmêlées sous les couvertures. Un instant, il se permit de rester là, absorbant l'intimité inhabituelle.
la respiration de Lila restait profonde et régulière, son visage détendu dans le sommeil, une main enroulée lâchement autour de la sienne là où elle reposait contre son ventre. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant ses traits d'une douce lueur dorée. À contre-cœur, Elias s'extirpa soigneusement de leur étreinte, bougeant lentement pour ne pas la réveiller. Il s'arrêta au bord du lit, la regardant s'adapter à son absence en se blottissant plus étroitement contre son oreiller. La vulnérabilité du moment le frappa de nouveau. Cette femme accomplie, brillante, qui avait abordé leur mariage arrangé avec une telle grâce, dormant maintenant paisiblement dans son lit, lui confiant son inconscient. Qu'avait-il fait pour mériter une telle confiance? Très peu, reconnut-il. Pourtant, elle l'offrait néanmoins. La révélation le laissa à la fois humble et déconcerté. Il se retira dans la salle de bain, ayant besoin d'espace pour traiter les émotions contradictoires qui l'agitaient. Quand Lila se réveilla 1 heure plus tard, elle se retrouva seule dans le lit, l'empreinte du corps d'Elias encore évidente dans les draps à côté d'elle. Elle s'étira, se souvenant de la progression de l'arrangement pratique à l'étreinte sincère pendant la nuit. Le souvenir fit naître un sourire sur ses lèvres, un autre petit pas en avant dans leur danse prudente. En bas, elle trouva Elias dans la cuisine, préparant du café et un simple petit déjeuner de fruits et de toast. Il leva les yeux quand elle entra, un éclair momentané de quelque chose à incertitude, anticipation en traversant ses traits avant qu'il ne se recompose. « Bonjour, dit-il, son ton soigneusement neutre. Le courant est toujours coupé, mais la cuisinière à gaz fonctionne. »« Bonjour, répondit Lila, acceptant le café qu'il lui offrait. Leurs doigts s'effleurèrent lors de l'échange, et aucun ne se retira immédiatement. Quels sont les dégâts à l'extérieur? Quelques branches tombées, quelques bardeaux manquants, rien de grave. Elias sembla soulagé par le passage à des questions pratiques. La route est dégagée, cependant. J'ai vérifié. Un moment de silence s'étira entre eux, les événements de la nuit planant, non reconnus, dans l'espace entre leurs corps. À propos de la nuit dernière, commença Elias avec hésitation. C'est bon, l'interrompit doucement Lila. Nous n'avons pas besoin de l'analyser. C'est arrivé. C'était bien. Le soulagement traversa ses traits, suivi de quelque chose qui aurait pu être de la déception. D'accord, bien sûr. Ils prirent leur petit déjeuner dans un silence complice, l'expérience partagée de la tempête créant une nouvelle aisance entre malgré l'effort évident d'Elias pour maintenir une certaine distance émotionnelle. Quand ils eurent fini, il s'éclaircit la gorge. Je dois aller à Seattle aujourd'hui. La tempête a endommagé du matériel au laboratoire qui nécessite une attention immédiate. Lila sentit une lueur d'inquiétude à cette annonce soudaine. Seras-tu de retour ce soir? Elias hésita, ne la regardant pas dans les yeux. En fait, je pense que je pourrais rester quelques jours. Il y a une conférence qui commence demain que j'avais prévu de suivre à distance, mais comme je serai en ville de toute façon. L'explication semblait raisonnable, mais Lila sentit une retraite sous-jacente, comme si l'intimité de la nuit précédente l'avait poussée au-delà de sa zone de confort, nécessitant une distance physique pour retrouver son équilibre. Bien sûr, dit-elle, empêchant la déception de percer dans sa voix. Auras-tu besoin de quelque chose d'ici? Non, je garde l'essentiel à l'appartement. Il faisait référence au condominium de Seattle qu'ils partageaient techniquement mais qui était resté largement inutilisé depuis leur mariage, car tous deux avaient préféré l'isolement du chalet au bord du lac. Lila hocha la tête, comprenant ce qu'il ne disait pas, qu'il avait besoin d'espace, besoin de traiter ce qui se passait entre eux sans sa présence constante. Conduis prudemment alors. Elias fit rapidement ses bagages et, en 1 heure, fut prêt à partir. À la porte, il s'arrêta, semblant chercher les mots appropriés. « J'appellerai pour prendre de tes nouvelles, dit-il finalement, pour m'assurer que tout va bien ici. »« J'irai bien, l'assura Lila. Reviens simplement quand tu seras prêt. » Quelque chose dans sa formulation, la reconnaissance de son besoin de retraite sans condamnation, fit adoucir l'expression d'Elias. Il tendit la main, touchant brièvement sa joue du bout des doigts. « Merci, dit-il doucement, puis se tourna et se dirigea vers sa voiture sans regarder en arrière. Lila le regarda jusqu'à ce que son véhicule disparaisse sur l'allée sinueuse, comprenant que ce départ représentait plus qu'un simple voyage d'affaires. C'était la façon d'Elias de se recalibrer, de gérer la vulnérabilité qui avait commencé à se développer entre eux. Elle lui donnerait l'espace dont il avait besoin, mais elle s'assurerait également qu'il ait quelque chose de significatif vers quoi revenir. Une idée commença à se former.
Quelque chose qui communiquerait ses intentions plus clairement que les mots ou les gestes n'avaient réussi à le faire jusqu'à présent. Quelque chose qui exigerait du courage de sa part, mais qui pourrait peut-être apporter la clarté dont ils avaient tous deux besoin. Au cours des 3 jours suivants, Lila travailla avec une intensité concentrée. Elias appela chaque soir comme promis, leur conversation polie mais quelque peu distante, mise à jour météorologique, rapport sur les réparations de la tempête, mention de sessions de conférences auxquelles il avait assisté. Aucun ne fit référence à la nuit qu'ils avaient passée dans les bras l'un de l'autre, bien que cela planât dans le sous-texte de chaque pause prudente. Le 4e jour, quand Elias mentionna qu'il reviendrait probablement l'après-midi suivant, Lila mit son plan à exécution. Elle commença dans la cuisine, plaçant une seule feuille de papier de couleur crème sur le comptoir à côté de la cafetière, le premier endroit où il irait à son retour. Dessus, elle avait écrit « Elias, bienvenue à la maison. C'est la première de plusieurs lettres que je t'ai écrites au cours des derniers mois. Suis-les si tu souhaites comprendre ce qui est resté non dit entre nous. » Ensuite, elle plaça une lettre sur la table à dessin de la véranda. Celle-ci plus longue, datée de leur 2e semaine de mariage. Je t'ai regardé aujourd'hui depuis le quai alors que tu travaillais près de la fenêtre. Tu ne savais pas que je pouvais te voir, et pour une fois, ton visage n'était pas sur ses gardes. Tu as souri à quelque chose que tu lisais, un sourire plein qui a transformé tes traits. J'ai réalisé que je ne t'avais jamais vu sourire comme ça avant. Je me demande combien d'autres expressions tu me caches. Combien de versions de toi-même existent dans les espaces où tu penses être seul. Parfois, je me sens comme une archéologue, brossant soigneusement des couches de sable pour révéler quelque chose de précieux en dessous, toujours consciente qu'une pression excessive pourrait endommager la chose même que j'essaie de découvrir. Mais je suis patiente. J'ai toujours été patiente. Dans le salon, glissée entre les pages du livre de poésie qu'ils avaient partagé lors de leur soirée de lecture, elle en laissa une autre. Aujourd'hui, tu as ri quand je t'ai raconté l'histoire de ma grand-mère chassant un singe qui avait volé son écharpe préférée. Le son nous a surpris tous les deux. Je pense avoir catalogué tes expressions, mesurant chaque petite victoire, le demi-sourire quand je t'apporte ton café exactement comme tu l'aimes, l'adoucissement autour de tes yeux quand une musique qui te rappelle de meilleurs moments joue. Mais ton rire, c'était quelque chose de nouveau, de précieux. J'ai voulu le prendre dans mes mains comme des lucioles dans un bocal, préservant sa lumière contre l'obscurité que tu portes. Sur son oreiller, elle plaça une lettre datée après leur bain de minuit. J'ai vu tes cicatrices ce soir. Je les ai vraiment vues pour la première fois. Pas comme des dommages, mais comme une carte de survie. Chaque marque raconte une histoire de douleur endurée, un feu qui a cherché à consumer mais a échoué. J'ai voulu les tracer du bout de mes doigts, apprendre leur topographie aussi intimement que j'ai appris les contours de ton esprit. Non pas par pitié ou fascination, mais parce qu'elles font partie de toi. Et je trouve que je veux te connaître tout entier. Les endroits où tu es lisse et les endroits où tu es rugueux. Les parties que tu exposes et les parties que tu caches. Ce que tu vois comme une ruine, je le vois comme de la résilience. Ce que tu caches comme honteux, je le reconnais comme un triomphe. Tu as survécu, Elias. Et en survivant, tu es devenu quelqu'un de nouveau. Pas moins bon, juste différent. Je me demande si un jour tu verras ce que je vois quand je te regarde. Dans son bureau, elle laissa une lettre écrite juste après leur nuit pendant la tempête. J'ai dormi dans tes bras la nuit dernière. Pour des raisons pratiques, as-tu dit, pour la chaleur. Mais j'ai senti le moment où le pratique a cédé la place à autre chose, quand ton corps s'est détendu contre le mien, quand ta respiration s'est synchronisée avec la mienne. Je t'ai senti t'abandonner, juste pour un moment, à la possibilité que le confort puisse valoir le risque de la vulnérabilité. Tu es parti ce matin, cherchant la distance. Je comprends. Ce qui grandit entre nous m'effraie aussi, bien que pour des raisons différentes. Tu as peur d'être vu trop clairement, j'ai peur de ne pas être vu du tout. Tu as peur d'offrir quelque chose que tu crois endommager, j'ai peur que tu ne te permettes jamais d'offrir quoi que ce soit de réel. Mais la nuit dernière, pendant quelques heures, nous avons trouvé un terrain d'entente, un espace où la peur existait mais ne régnait pas. Je veux vivre dans cet espace avec toi, Elias. Aussi longtemps que tu le permettras. La dernière lettre, elle la plaça dans la boîte de son thé préféré, sachant qu'il la trouverait en cherchant du réconfort à son retour. Si tu as trouvé toutes mes lettres, tu connais maintenant plus de mon esprit que je n'ai pu l'exprimer dans nos conversations prudentes. Les mots sur papier m'ont toujours été plus faciles que les mots parlés. Peut-être pour toi aussi, à en juger par la poésie que j'ai découverte.
J'ai une dernière vérité à offrir. J'ai abordé ce mariage les yeux ouverts et le cœur ouvert, non par obligation ni arrangement, mais par choix. Les raisons sont complexes et peut-être difficiles à comprendre, mais elles sont les miennes et elles sont sincères. Si tu veux en savoir plus, si tu es prêt à entendre toute l'histoire, retrouve-moi à cette adresse demain soir à 7 heures. Sous l'heure, elle écrivit l'adresse de Kofi à Seattle, puis scella la lettre dans une enveloppe marquée simplement du nom d'Elias. Avec sa piste de miettes de pain posée, Lila fit un petit sac de nuit et se rendit en ville, laissant à Elias l'espace pour découvrir ses lettres sans sa présence attentive. Elle avait pris le risque ultime, révélant la profondeur de ses sentiments, ses observations, ses pensées privées sur leur moi partagé. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre de voir s'il suivrait là où elle menait. Chapitre 8. La confrontation et la vérité. Elias suivit la piste des lettres de Lila à travers le chalet, chacune révélant une couche de ses pensées intérieures pendant leur mois ensemble. Les lettres ne chroniquaient pas seulement les événements qu'ils avaient partagés, mais ses observations privées de lui, ses expressions, ses moments de vulnérabilité inattendus, sa compréhension croissante de son traumatisme. La dernière lettre le dirigea vers une adresse à Seattle, un rendez-vous à 7 heures ce soir-là. Le trajet passa dans un flou, son esprit rejouant des fragments de ses mots écrits. Sa perception avait été bien plus aiguë qu'il ne l'avait cru, voyant au-delà de sa façade soigneusement entretenue pour entrevoir des aperçus de son ancien moi. Et, plus troublant, elle avait vu ses cicatrices, non pas comme répulsives, mais comme des preuves de survie, voire de triomphe. Quand il arriva à l'adresse, un immeuble d'appartements moderne à Queen Anne avec vue sur Elliott Bay, son cœur battait d'un mélange inhabituel d'anticipation et d'appréhension. Un jeune homme ouvrit la porte à son cou, grand et mince avec des traits qui ressemblaient à ceux de Lila. Il portait des lunettes de créateur et une expression réfléchie qui s'aiguisa d'intérêt quand il vit Elias. « Vous devez être le mari, dit-il en tendant la main. Je suis Kofi. Veuillez entrer. Elias se figea, le nom le frappant comme un coup physique. Kofi, répéta-t-il, engourdi, acceptant la poignée de main automatiquement. La compréhension éclaira les yeux de l'autre homme. Ah, je vois. La confusion. Oui, je suis Kofi, le cousin de Lila. Bien que je suppose d'après votre expression que mon nom porte une signification supplémentaire. Cousin, fit écho Elias, essayant de traiter cette révélation. Kofi recula, invitant Elias à entrer. Peut-être devrions-nous clarifier quelque chose avant que vous ne voyiez Lila. L'appartement était décoré avec goût dans un style minimaliste, avec de grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur la baie. Kofi le conduisit à un coin salon et lui offrit à boire, ce qu'Elias refusa. « Où est Lila » demanda-t-il, jetant un coup d'œil à l'espace à air ouverte. « Sur le jardin sur le toit » répondit Kofi, prenant place en face de lui. « Elle a demandé quelques minutes seule avant votre arrivée. Mais d'abord, laissez-moi expliquer quelque chose à propos de cette lettre que vous avez trouvée. » Kofi confirma que lui et Lila étaient des cousins au second degré qui avaient grandi ensemble à Accra. Sa famille avait déménagé en Amérique quand il avait 18 ans, et il avait aidé Lila à naviguer sa transition quand elle était venue pour l'université 5 ans plus tard. La lettre mentionnait 3 ans ensemble et des plans que vous aviez faits, dit Elias, la confusion évidente. Des plans académiques, principalement. Nous étions partenaires de recherche pendant ses études de premier cycle. Nous avions postulé à plusieurs programmes de doctorat ensemble. Kofi sourit légèrement. Il n'y avait rien de romantique entre nous, bien que ce ne soit pas faute d'intérêt de ma part, je dois l'admettre. Lila a clairement fait savoir dès le début qu'elle me voyait uniquement comme de la famille. Alors pourquoi écrire en suggérant qu'elle quitte notre mariage? Kofi eut la grâce d'avoir l'air quelque peu embarrassé. Pas mon plus beau moment. Quand Lila m'a dit qu'elle entrait dans un mariage arrangé, j'étais inquiet, protecteur, peut-être trop. Il se pencha en avant. Ce que je ne comprenais pas alors, c'était sa motivation. Elle vous cherchait, vous savez. Bien avant que vos familles n'arrangent la présentation. Cette déclaration prit Elias complètement au dépourvu. Me chercher? Que voulez-vous dire? Kofi se rassit, pesant soigneusement ses mots. Vos chemins s'étaient croisés auparavant, et l'impression que vous avez faite était suffisamment significative pour qu'elle cherche à recréer cette rencontre. L'arrangement entre vos familles n'était pas quelque chose qu'elle a accepté à contre-cœur. C'était quelque chose qu'elle a activement poursuivi. Avant qu'Elias ne puisse répondre, une porte s'ouvrit. Lila entra d'un couloir menant à l'accès au toit, vêtue d'une robe d'été fluide qui complimentait sa peau foncée,
ses cheveux ornés de petites pinces argentées qui captaient la lumière du soir. Elle s'arrêta quand elle les vit, son expression un mélange d'espoir et d'appréhension. « Tu es là » dit-elle, ses yeux trouvant ceux d'Elias de l'autre côté de la pièce. « J'ai trouvé tes lettres » répondit-il en se levant. Kofi s'excusa discrètement, les laissant seuls avec le poids de tout ce qui avait été révélé et de tout ce qui restait à dire. « Kofi est ton cousin » constata Elias, traitant toujours cette réalité. « Oui » confirma TL. « J'aurais dû l'expliquer quand tu as trouvé sa lettre. Mais tu as sauté aux conclusions si rapidement, et tu t'es ensuite retiré si complètement, que je ne savais pas comment combler ce fossé. » Après qu'il se soit installé sur le canapé, Elias posa des questions sur l'affirmation de Kofi selon laquelle elle l'avait cherché avant leur rencontre arrangée. « Il y a 6 ans, commença Lila, j'ai assisté à une conférence à Stanford lors d'une visite d'universités américaines. La conférence portait sur les applications théoriques de la technologie d'interface neuronale. J'ai donné une série de conférences à Stanford cette année-là, se souvint lentement Elias. Oui, confirma TL avec un petit sourire. Tu étais le conférencier. J'étais dans le public. Elle décrivit comment sa présentation l'avait impressionné, non seulement les idées mais son style de communication et son cadre éthique. Elle avait posé une question pendant la séance de questions-réponses et avait attendu après pour lui parler, mais il avait été appelé ailleurs. Quand elle laissa ses coordonnées à son assistant, elles avaient été égarées lors d'un déménagement de département. Alors tu as postulé à Stanford, espérant que nos chemins se croiseraient à nouveau, supposa Elias. Mais à ce moment-là, j'étais passé à la recherche privée. J'ai suivi ton travail, continua Lila. J'ai assisté à des conférences où tu parlais, j'ai essayé plusieurs fois d'organiser une présentation. Elle sourit, gênée. Rétrospectivement, ça semble plutôt obsessionnel, n'est-ce pas? Malgré tout, Elias se surprit à rire doucement. Peut-être un peu. Mais je suis flatté, je pense. Elle expliqua comment son intérêt académique avait progressivement évolué vers quelque chose de plus personnel. Tu étais brillant, oui, mais aussi intègre dans une industrie qui sacrifie souvent l'éthique au profit du progrès. Cette combinaison était fascinante. Et puis l'accident est arrivé, dit Elias, la chronologie devenant claire. Lila hocha la tête, son expression s'assombrissant. J'ai lu à ce sujet dans une publication de l'industrie. Il n'y avait pas de détails sur ton état, seulement que tu avais été gravement blessé et que tu te retirais des engagements publics. Alors comment nous sommes-nous retrouvés dans un mariage arrangé? Quand j'ai appris que l'entreprise de mon père explorait un partenariat avec la société de ta famille, j'ai vu une opportunité, admit-elle. J'ai convaincu mon père que renforcer l'alliance par un arrangement traditionnel pourrait être bénéfique. L'ampleur de cette révélation frappa Elias de plein fouet. Tu as manigancé une rencontre. L'arrangement réel était toujours la décision de nos familles. Et la tienne, souligna Lila. Tu aurais pu refuser. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit depuis le début? Comment aurais-je pu, répliqua doucement Lila. Quand nous nous sommes enfin rencontrés, tu étais si différent de l'homme que j'avais entrevu à Stanford. Renfermé, prudent. J'ai réalisé que quelle que soit la connexion que j'avais imaginée, elle devrait être construite à partir de zéro, pas supposée sur la base de mon histoire unilatérale. Elias absorba cela, voyant toute leur relation sous un nouveau jour. Pendant tous ces mois, il avait maintenu la distance, supposant que Lila était piégée dans un arrangement qu'elle n'avait pas choisi, alors qu'en réalité, elle avait été l'architecte de leur rencontre. « Je dois te demander quelque chose, dit-il doucement. Et j'ai besoin de la vérité absolue. Mes cicatrices, les changements après l'accident. Le savais-tu avant que notre arrangement ne soit finalisé? Oui, admit-elle. J'ai vu des photographies d'un petit événement de l'industrie auquel tu as assisté environ 6 mois après l'accident, ta première apparition publique depuis l'hôpital. Et tu voulais toujours ce mariage? Tu as toujours orchestré notre rencontre? Oui, dit simplement Lila. Elias, j'ai été attiré par ton esprit bien avant de connaître ton visage, l'une ou l'autre version. L'accident a changé ton apparence, mais l'essence de qui tu es, la brillance, le noyau éthique, la perspective qui a d'abord capturé mon attention, cela est resté inchangé. Elle tendit la main à travers l'espace entre eux, sa main venant se poser légèrement sur sa joue cicatrisée. La première fois qu'elle touchait directement sa peau endommagée avec une telle intention délibérée. Je n'ai pas épousé tes cicatrices, Elias. Ni l'absence de celle-ci. Je t'ai épousé toi.
La personne complexe et entière sous la peau endommagée et non endommagée. Ces mots brisèrent sa dernière barrière, la peur qu'il soit fondamentalement impossible à aimer, qu'il puisse être apprécié pour son esprit, son apparence ou ses réalisations, mais jamais simplement pour lui-même. Avec une délibération douce, il couvrit sa main là où elle reposait contre sa joue, la maintenant là alors qu'il tournait son visage pour presser ses lèvres contre sa paume, son premier geste intentionnellement intime. « Je pense, dit-il doucement, que j'ai déjà perdu beaucoup trop de temps. » Le sourire qui s'épanouit sur le visage de Lila était radieux. « Est-ce que cela signifie que tu es prêt à rentrer à la maison? Vraiment à la maison? Pas seulement au chalet, mais à nous. » Elias hocha la tête et combla la distance finale entre eux, portant ses lèvres aux siennes dans un baiser qui contenait à la fois une question et une réponse, à la fois des excuses et une acceptation. Quand ils se séparèrent, Lila révéla une dernière surprise. Kofi organisait une conférence sur l'éthique de l'interface neuronale, le sujet même qui les avait connectés pour la première fois à Stanford. Il s'était arrangé pour qu'Elias soit invité comme conférencier principal. « Considérez ça comme mon dernier signal, dit-elle. Une chance pour toi de réclamer l'aspect public de ton travail, si tu es prêt. Et sinon, c'est parfaitement bien aussi. De toute façon, je serai à tes côtés. » Pour la première fois depuis l'accident, Elias se sentit vraiment vu. Pas pour qui il avait été ou pourrait devenir, mais pour qui il était à ce moment précis. Et en étant vu si complètement, il se trouva capable de voir Lila avec une clarté égale, non pas comme un arrangement ou une obligation, mais comme la partenaire qu'elle avait toujours eu l'intention d'être. « Rentrons à la maison, dit-il simplement, lui offrant sa main cicatrisée. Sans hésitation ni honte. Lila la prit, ses doigts s'entrelaçant avec les siens aussi naturellement que s'ils s'étaient tenus la main pendant des années. « À la maison, acquiesça-t-elle. Ensemble. » Alors qu'il quittait l'appartement de Kofi, Elias sentit qu'il commençait vraiment sa vie à nouveau, non pas parce que le feu avait réclamé la moitié de son corps, mais parce qu'il se permettait enfin de s'ancrer pleinement dans le présent plutôt que de s'accrocher au passé ou de craindre l'avenir. « Certaines connexions sont inévitables, dit doucement Lila alors qu'ils attendaient l'ascenseur. Nous nous serions trouvés l'un l'autre éventuellement. » En la regardant dans les yeux, Elias se surprit à la croire, non seulement à propos d'eux, mais aussi sur la possibilité de construire quelque chose d'authentique à partir des fragments de son ancien moi. Chapitre 9. La nuit du courage et de la réunion. Le trajet de retour au chalet fut rempli d'une conversation qui coulait sans la prudence gardée des mois précédents. Elias partagea des détails sur ses recherches qu'il n'avait jamais discutées avec personne en dehors de son cercle professionnel, tandis que Lila racontait des histoires de son enfance à Accra qu'elle avait gardées privées. La barrière entre épouses arrangées et partenaires sincères se dissolvait à chaque kilomètre parcouru ensemble. La nuit était tombée lorsqu'ils atteignirent le lac, les étoiles se reflétant sur sa surface sombre comme des diamants éparpillés. Le chalet les accueillit avec un silence familier, mais il semblait différent maintenant, une quiétude de sanctuaire plutôt que d'isolement. Elias s'arrêta dans l'entrée, observant l'espace avec de nouveaux yeux. « Je devrais vérifier s'il reste des dégâts de la tempête. »« Demain, » répondit doucement Lila. « Certaines choses sont plus importantes ce soir. » Il hocha la tête, une compréhension passant entre 100 mots. Ils se déplacèrent ensemble dans le chalet obscurci, aucun n'atteignant les interrupteurs, laissant le clair de lune les guider à travers des pièces qui semblaient maintenant unifiées par leur présence partagée. À l'embrasure de la chambre, Lila se tourna pour lui faire face. « Attends-moi, » murmura-t-elle, disparaissant dans la salle de bain. Elias se tenait près de la fenêtre, regardant le clair de lune danser sur la surface du lac. Il pensa au nombre de nuits où il s'était tenu au même endroit, regardant la même vue, se sentant complètement seul malgré la présence de Lila dans le chalet. La prise de conscience de tout ce qu'il s'était refusé, de tout ce qu'il leur avait refusé à tous les deux, le remplit d'un étrange mélange de regret et d'anticipation. Quand il entendit la porte de la salle de bain s'ouvrir, il se retourna. Lila se tenait à l'embrasure, illuminée par le clair de lune, ne portant que son alliance. Ses yeux croisèrent les siens, inébranlables, remplis d'une certitude absolue. « Plus de barrières, dit-elle doucement. Plus de cachettes. » La vue d'elle se tenant devant lui, sa femme, qu'il avait choisie non pas une, mais plusieurs fois au fil des ans, éveilla quelque chose de profond en lui. Pas seulement du désir, bien que celui-ci fût certainement présent, mais une faim plus profonde de connexion qui transcendait le physique. Plus de cachette, acquiesça-t-il, sa voix rauque d'émotion. Avec des mouvements délibérés, il commença à se déshabiller. Sans se détourner,
sans baisser davantage les lumières, sans essayer de minimiser la visibilité de ses cicatrices. Pour la première fois depuis l'accident, il se permit d'être entièrement vu par une autre personne, confiant que le regard de Lila ne contiendrait ni pitié ni révulsion. Quand il se tint devant elle, également exposé, également vulnérable, un moment d'incertitude vacilla en lui, un écho de la conscience de soi qu'il avait gouverné si longtemps. Mais l'expression de Lila ne contenait que de la chaleur, alors que ses yeux traçaient le paysage de son corps, cicatrisé et non cicatrisé. « Puis-je » demanda-t-elle doucement, s'approchant, sa main planant près de son épaule endommagée. À son signe de tête, elle le toucha. Ses doigts, doux mais pas hésitants, traçaient les motifs striés de la peau guérie. Contrairement au contact clinique des médecins ou à l'évitement prudent des autres, son exploration contenait une révérence qui transforma l'acte en quelque chose de guérisseur. « Tu es magnifique » murmura-t-elle. Et bien qu'une partie de lui veuille rejeter le mot, la conviction absolue dans sa voix rendit impossible de le rejeter. « Toi aussi » répondit-il, se permettant de la regarder vraiment. Pas seulement sa forme physique, mais l'essence de la femme qu'il avait poursuivie avec une telle détermination patiente. Quand leurs corps s'unirent enfin, ce fut avec la certitude tranquille de ceux qui s'étaient déjà engagés l'un envers l'autre de toutes les manières importantes. Leur union physique n'était que l'aboutissement d'une connexion qui s'était construite depuis cette première salle de conférence il y a 6 ans, une reconnaissance qui avait survécu à la distance, au traumatisme et au malentendu pour en ressortir plus forte d'avoir été mise à l'épreuve. Après, ils restèrent enlacés au clair de lune, la tête de Lila reposant sur la poitrine d'Elias, ses doigts traçant des motifs paresseux le long de sa colonne vertébrale. Le silence paisible entre eux ressemblait à une conversation en soi, menée dans le langage des battements de cœur et de la respiration synchronisée. « Regarde » dit soudain Lila, se redressant pour regarder par la fenêtre. Elias suivit son regard et les vit. De minuscules points de lumière vert doré planant au-dessus de la rive du lac. Au début, il pensa que c'étaient des reflets ou un tour de passe-passe du clair de lune. Puis l'un d'eux flotta plus près de la fenêtre, sa lueur intermittente indubitable. « Des lucioles » dit-il, incrédule. « En janvier ?»« Des lucioles d'hiver » confirma Lila, sa voix remplie d'émerveillement. « À Accra, ma grand-mère disait qu'elles n'apparaissent qu'à ceux qui ont trouvé leur véritable chemin contre toute attente. »« Est-ce scientifiquement exact ?» demanda Elias, le chercheur en lui s'affirmant momentanément. Lila rit, le son léger et joyeux. « Probablement pas. Mais certaines histoires ont une valeur au-delà de leur base factuelle. » Ils regardèrent les insectes improbables danser au-dessus du paysage gelé, leur lumière clignotant selon des motifs qui semblaient presque délibérés, comme s'ils se signalaient les uns aux autres à travers l'obscurité. « J'ai passé 2 ans à croire que le feu avait détruit ma vie, » dit doucement Elias, ses bras se resserrant autour de Lila. « Je n'ai jamais envisagé qu'il pourrait finalement me mener à quelque chose de mieux que ce que j'avais avant. » Le feu détruit, reconnut Lila, se tournant pour lui faire face, son expression sérieuse mais tendre. Mais il transforme aussi. Il dégage de l'espace pour une nouvelle croissance. La question est de savoir si nous reconnaissons ce qui peut émerger des cendres. Comme en réponse à ces paroles, les lucioles semblèrent intensifier leur spectacle, leur lumière se reflétant en double sur la surface vitreuse du lac, créant une galaxie d'étoiles au-dessus et au-dessous. À ce moment, entouré d'une lumière impossible dans les profondeurs de l'hiver, Elias comprit enfin ce que Lila avait essayé de lui montrer pendant des mois, que la beauté existe non pas malgré la brisure, mais souvent à cause d'elle, que les cicatrices ne marquent pas seulement la douleur mais aussi la force, et que la connexion la plus profonde peut émerger des expériences même conçues pour nous isoler. « Je t'aime » dit-il pour la première fois, les mots sortant sans planification ni hésitation, une vérité aussi naturelle que la respiration. Le sourire de Lila illumina son visage plus brillamment que n'importe quelle luciole ne pourrait le faire. « Je sais » répondit-elle. « Je t'aime depuis des années. » Au-delà de leurs fenêtres, les lucioles d'hiver continuaient leur danse, défiant l'ordre naturel, tout comme le couple à l'intérieur du chalet avait défié les attentes et les circonstances pour se retrouver à travers le temps, la tragédie et les malentendus. Alors qu'ils glissaient vers le sommeil dans les bras l'un de l'autre, Elias réalisa que l'homme qu'il avait été avant l'accident était parti pour toujours, et de même pour l'homme qui avait émergé immédiatement après, endurci par la douleur et isolé par la peur. À leur place se trouvait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui portait des éléments des 2 mois précédents mais n'était défini par aucun. Ce nouveau moi, façonné par le feu et guéri par l'amour, faisait face à l'avenir non pas avec crainte, mais avec anticipation, curieux de ce qui pourrait se dérouler, mais confiant que quoi qu'il arrive, il ne l'affronterait plus seul. Dehors, les lucioles continuaient leur danse impossible,
témoignage d'un amour qui avait trouvé son chemin contre toute attente naturelle, une chose rare et précieuse, comme la lumière dans l'obscurité, comme la chaleur en hiver, comme trouver un foyer dans les endroits les plus inattendus.